Et bonjour à toutes et à tous sur la chaîne YouTube du Planétarium de Vaux-en-Velin, dans le futur bien sûr, puisque les vidéos seront mises en ligne à la fin de la crise sanitaire. Vous qui êtes en live actuellement sur Twitch, vous aurez le lien vers la chaîne YouTube du Planétarium toute neuve, toute propre, quand elle sera en place. En attendant, je peux déjà vous donner le lien avec le nouveau bot que nous avons, le lien direct vers le Twitter du Planétarium, que voici dans le chat. Il devrait apparaître sur votre écran. Attendez, je crois que le chat est un peu bas. Oh, c'est bon, ça a fonctionné, parfait. Et enfin, le site web. Vous trouverez les infos principales du Planétarium. Il y a également un compte Facebook et un compte Instagram que vous pourrez trouver sur Internet. Voilà. Espérons que ce futur ne soit pas trop éloigné, nous dit Polo 5 TDI. Tu m'étonnes. Eh bien, je ne sais pas. Nous ne savons pas. Pour l'instant, nous sommes fermés physiquement au public. Mais nous, justement, c'est une très bonne transition que tu me fais là, Polo 5 TDI, puisque nous avons une opération Planétarium at Home que vous regardez actuellement, une opération Planétarium en ligne. Nous faisons 3 lives par semaine, avec un live le lundi avec mon collègue Pierre, médiateur scientifique au Planétarium, qui reçoit un astronome ou une astronome pour parler de son travail de recherche. Le mercredi, c'est moi, Camille, médiatrice scientifique au Planétarium, ou Pierre, mon collègue, qui vous recevons, c'est ça, qui vous recevons, je conjugue bien, ça va, pour faire une session de médiation, que ce soit découvrir un jeu astronomique ensemble, que ce soit faire un quiz par exemple. On a fait du Scriblio aussi, du dessiner c'est gagner en quelque sorte. On a fait aussi des sessions de Planétarium en ligne, comme si vous étiez en vrai au Planétarium avec Stellarium. Et la semaine prochaine, innovation sur la chaîne, nous allons, je vous recevrai mercredi prochain pour construire une constellation en 3D avec des choses que vous pouvez trouver dans la maison et dans les magasins qui sont normalement encore ouverts, notamment pour trouver des pics à brochettes, ce genre de choses. Voilà, on fera ça ensemble la semaine prochaine. Et le vendredi, une fois sur deux, enfin, on reçoit des vulgarisateurs et vulgarisatrices d'internet, qu'ils soient journalistes, chercheurs, chercheuses, enseignants, youtubeurs, youtubeuses, streamers sur Twitch, etc. pour parler de leur travail de recherche, s'ils en ont un, et surtout de leur travail de vulgarisation, et comment ça se passe, et de leur parcours. Voilà. Et bien cette semaine par contre, il y a une autre session de live un petit peu différente, puisque après-demain, c'est Pierre qui vous reçoit à partir de 10h30 pour voir le décollage de Thomas Pesquet en live et discuter avec notamment l'astronaute français Michel Tonini. Voilà, et il vous retrouvera également le lendemain, samedi, pour l'arrimage, pareil à la même heure, 10h30, l'arrimage de Thomas Pesquet à la Station Spatiale Internationale. Voilà, et la dernière forme de live que nous faisons, c'est le 4e mercredi du mois, enfin en tout cas un mercredi sur 4, c'est Pierre qui vous reçoit pour le JT du ciel, où il vous explique des publications scientifiques, pardon, je vais y arriver, de l'actualité scientifique en astronomie, astrophysique et aéronautique. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer ce quiz. Voilà, c'est parfait. Comment ça se passe, le quiz astro du Planétarium? Donc vous voyez que c'est la revanche, donc il y en a déjà eu 5 avant. Si vous comptez bien, ça fait 6. 4 plus le de vanche plus vanche, ça fait 6. Normalement c'est bon, je me suis pas trompé. Le quiz, c'est 3 ou 4 manches, selon le temps qu'on a, on verra bien. De 8 questions chacune, avec à chaque fois 4 propositions de réponse, et une seule est bonne. Et il y a bien sûr des pièges, il y a des questions difficiles, des questions faciles, il y a des traits d'humour, j'espère. Et comment ça se passe? Eh bien, chaque manche est sur une thématique différente, et à la fin de chaque manche, on compte les points. Et au bout de la fin du jeu, on compte les points totaux. Et moi, pendant ce temps-là, eh bien, à chaque question, je vous prépare Astropole qui apparaîtra dans le chat. Vous pourrez voter. Une fois que c'est fait, j'affiche les résultats. Et, roulement de tambour, je donne la réponse et je l'explique. Et je réponds à vos questions. Voilà. Donc effectivement, il y a 4 manches prévues, mais si jamais il y a beaucoup de choses à discuter avec vous, notamment vos questions, etc., eh bien on pourra ne faire que 3 manches, on verra où on en est à ce moment-là. Voilà. Et pas de réponse dans le chat, merci Généricala, tout à fait. Tout à fait. Alors je vous montre un exemple. Par exemple, je vais taper une commande à mon petit Nightbot, et je vais dire par exemple test, voilà, ce sera une question qui s'appellera test, et je vais mettre réponse 1, réponse 2, réponse 3, je vais y arriver, réponse 3 et réponse 4, voilà. Et normalement, vous avez un lien qui s'affiche. C'est une question imaginaire hein, pour l'instant. Vous cliquez dessus, et quand vous cliquez dessus, vous arrivez à un sondage, vous répondez 1, 2, 3 ou 4, et c'est parti. Voilà, c'est aussi simple que ça, et moi j'afficherai les résultats en temps et en heure. Voilà, je vais juste copier-coller la commande
Comme ça, je n'aurai pas besoin de la répéter 15 fois. Et on devrait être plus efficace que les fois précédentes où je devais tout faire à la main. Voilà. Allez, je note ça quelque part, c'est parfait. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est fin prête pour commencer cette session? Il est joli le nouveau Stropole. Bah, j'espère bien, j'espère bien. Allez, c'est parti, on va passer à la première question. À vos claviers, à vos souris, vous pouvez jouer à plusieurs, vous pouvez participer au vote ou voter de chez vous dans votre coin, c'est vous qui décidez. Je vais voir à la première question combien de gens jouent activement au jeu, comme ça j'aurai une petite idée un petit peu de combien de temps je dois attendre pour le résultat. Donc c'est parti. Mon PDF il est là. Voilà. La première manche, c'est la NASA. Voilà, j'avais dit sur le post Twitter du Planétarium tout à l'heure que ça allait être d'actualité. Eh bien, vous allez voir, ce sera d'actualité. Hein. On s'en approche petit à petit. La NASA, c'est parti. Vous savez qu'il y a un lancement prévu, hein, du coup, vendredi. On y va. Première question. Question 1.1. Que signifie le sigle de la NASA? Est-ce que c'est la National Aeronautics and Space Administration? Est-ce que c'est la National Air and Space Administration? Est-ce que c'est la National Advanced Space Agency? Ou est-ce que c'est la National Alien Secret Administration? Vous de me dire ce que c'est. Je vais vous mettre le lien vers la première question. Hop, 1.1. Et voilà. C'est parti. Il y a bien sûr des blagues, hein, comme vous pouvez le constater. Enfin, j'espère que vous constatez que c'est une blague. Non, on répond sur le Stropole, Géronimo, s'il te plaît. Tu cliques sur le Stropole, et puis tu peux répondre à la question. Bah, pendant cela, je vais cliquer dessus également et préparer la page de résultats. Voilà. Et normalement, si je fais ça, j'affiche les résultats, c'est parfait. Je vais pouvoir les afficher très bientôt. Ils sont pas bien cadrés. Pendant que vous répondez, je cadre ma page, parce qu'elle s'est décadrée. Non, si, 100 c'est pas mal ici, et c'est à droite que ça va pas. À droite, non, si à droite ça va, alors c'est en bas, en bas ça va pas. Voilà, genre 50. Non, 0, bah voilà, c'est bien comme ça, parfait. Voilà. Alors, nous avons combien de votes pour l'instant? Ah, on a pas mal de votes déjà. J'attends encore quelques secondes. J'ai 27 votes pour l'instant. J'ai encore 27 votes pour l'instant. Est-ce que j'attends encore un petit peu? Dites-moi. J'attends encore quelques secondes, histoire d'être bien sûr que tout le monde a voté. Non, je pense que là, c'est bon. Donc, je dirais qu'on a 27 joueurs et joueuses actives pour l'instant. Alors, Sam Caracas, tu cliques sur le lien Stropole pour répondre, s'il te plaît. Ok, eh bien écoute, tu pourras entendre les réponses en tout cas. Pour répondre, cliquez sur le Stropole, s'il vous plaît. Cliquez sur le Stropole qui est juste au-dessus de vos messages. Dans le chat. Allez-y, 28 votes. Je vais attendre encore quelques secondes pour cette première question, histoire que vous habituiez au système. Est-ce que je peux copier le lien? Share. Oui, non, si je fais ça, ça va pas marcher. Est-ce que je peux copier le lien? Oui, je vais pouvoir copier le lien. Share, voilà. Copier. Comme ça, je vous le remets ici. Voilà, je vous le remets là, comme ça, vous pouvez voter. Voilà, j'attends encore un petit peu. C'est bon. Allez, c'est parti. Ah oui, je me suis bien amusé à faire la réponse au LIAF 49, tout à fait. Allez. Alors, on a 19 votes pour la réponse 1. Effectivement, c'est la réponse 1. C'est la National Aeronautics and Space Administration. Et la réponse 4, c'était pour les complotistes. Voilà. C'est bon. Première question effectuée. Voilà, vous comptez le point si vous avez bon. Et vous ne vous le comptez pas si vous n'avez pas bon. C'est aussi simple que ça. On passe à la deuxième question. En quelle année a été créée la NASA? Est-ce que c'est en 1945, au sortir de la guerre mondiale? Est-ce que c'est en 1958? Est-ce que c'est en 1969, quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont allés sur la Lune? Ou est-ce que c'est en 1981? Eh oui, Générique, là, t'as hésité parce que j'ai mis un petit piège exprès entre la première et la deuxième réponse. Allez, je vous mets le Stropole dans quelques instants. Hop, tac, tac, et je fais 1.2. Voilà, allez-y. Et vous pouvez y aller. Et moi, je vais regarder les résultats qui vont s'afficher très bientôt. Alors, en quelle année a été créée la NASA? 1945, 1958, 1969 ou 1981? Hop.
Alors, pour l'instant, j'ai 24 votes. Pour l'instant, j'ai 24 votes. 27 votes. Allez, je pense que c'est bon. 29. J'attends encore quelques secondes, sachant qu'il y a un peu de décalage entre moi et vous. 30, 30, 31. Allez, c'est parti. Le résultat. Alors, vous êtes... Attendez, je suis un petit peu décalé. Non, comment je fais comme ça? Voilà, j'étais un petit peu décalé. Donc, vous êtes 77% à avoir voté pour la réponse 2. Et effectivement, c'était bien la réponse 2, 1958. La NASA a été créée en 1958 par le président Eisenhower. Et à la base, c'était pour fédérer tous les efforts de travaux scientifiques et techniques sur l'aérospatiale et l'espace, à la fois civil et militaire. Et donc la NASA, c'est l'agence civile qui en a découlé. Voilà. Allez, c'est parti, on passe à la question 1.3. Qu'est-ce que la National Advisory Committee for Aeronautics? Est-ce que c'est la partie de la NASA s'occupant de la partie air? Est-ce que c'est l'équivalent militaire de la NASA? Est-ce que c'est l'agence à partir de laquelle on a bâti la NASA? Ou est-ce que c'est de grands dessins américains vus d'avion? Amérindiens, pardon, vus d'avion. J'imagine que vous voyez de quelle blague je veux parler. J'espère. Hop, voilà le lien. Oui, c'est la NACA, tout à fait. Merci, Curie Noire, c'est la NACA. Qu'est-ce que la NACA? Qu'est-ce que la NACA? Sephiroth, il faut que tu cliques sur le Stropole pour répondre, qui est juste au-dessus de ton message. Juste au-dessus de ton message. Allez, moi j'affiche les résultats de mon côté. Hop. Et je vous les montre dès qu'ils sont prêts. On a 14 votes, 16 votes, 18, 21, 22, ça monte vite. Et 23. 25 à ma gauche. 25, 25, 25, 25. 26 à ma droite. J'ai pas un maillet pour faire la fin du vote, ce serait rigolo. 29, 30, 32. Alors, les avis sont partagés cette fois-ci. Les avis sont partagés. Allez, c'est parti. On affiche le résultat. Vous êtes 41% à avoir trouvé la bonne réponse, qui était la réponse 3, qui est en fait l'agence à partir de laquelle on a bâti la NASA. C'était en fait la NACA qui s'occupait de ces questions-là, à la fois civiles et militaires au début. Et ensuite, eh bien, on a créé la NASA, et l'autre morceau, la partie non pas civile mais militaire, c'était la ARPA, puis la DARPA aujourd'hui, qui s'en occupe. Voilà. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Question 1.4. Comment l'administrateur de la NASA, donc le chef de la NASA, comment est-il ou elle nommé? Alors, est-ce que c'est par le vote des personnels? Est-ce que c'est par le conseil d'administration de la NASA? Est-ce que c'est par un appel d'offres de la NASA, une embauche quoi? Ou est-ce que c'est par le président et le Sénat des États-Unis? Et voilà l'Astropole. Pour l'instant, c'est pas des questions très difficiles. Il y a un petit peu de tout, vous verrez, mais celle-là est pas trop dure. J'essaie d'en faire pour tous les goûts. Et je vous laisse voter. Bon, c'est vraiment plus rapide avec le robot, j'ai bien fait de l'installer. Ça permettra de passer plus de temps pour répondre à vos questions. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc là, cette manche, c'est vraiment pour en apprendre un petit peu plus sur la NASA, et ça peut être des questions sur qui y travaille, comment elle est gérée, depuis quand elle existe, etc. Comme ça, vous apprendrez des choses sur la NASA. Enfin, j'espère que vous en apprendrez. Moi, j'en ai appris en créant le quiz. Comme à chaque fois, j'apprends des choses aussi. Hein, ça fait partie de mon métier. Tu ne comprends pas la question? Eh bien, le président de la NASA, il accède à ce poste comment? Lucille Gilles, c'est quoi la question? Comment l'administrateur de la NASA, pardon, le chef de la NASA, comment il accède à ce poste? Est-ce que c'est par un vote des personnels de la NASA? Est-ce que c'est par le conseil d'administration de la NASA qui décide qui parmi eux va être le boss? Est-ce que c'est un appel d'offres, une offre d'emploi et puis quelqu'un y répond? Ou est-ce que c'est le président et le Sénat des États-Unis qui décident? Voilà. Allez, je vais bientôt afficher le résultat. Et bonsoir à toi, Yacht de Bordeaux.
Yo de Bordeaux. Il faut cliquer AurelB84 sur le lien qui est au-dessus de toi, le Stropole. À moins que tu ne l'aies pas encore... Je sais pas si quand on arrive on le voit déjà, je ne sais pas. Allez, j'affiche le résultat pour cette question, c'est parti. Et je vois que vous êtes en majorité à avoir trouvé la bonne réponse, qui était la réponse 4. Effectivement, le chef de la NASA, donc qu'on appelle l'administrateur de la NASA, est désigné par le président des États-Unis et puis validé ou non, ensuite, par le Sénat des États-Unis. Voilà. Allez, on passe à la suite. Question 1.5. En 2020, combien de personnes environ sont employées par la NASA ? Est-ce qu'il y a 1000 personnes, 8000 personnes, 17 000 personnes ou 25 000 personnes? Sachant que ça peut comprendre des chercheurs, des ingénieurs, des administratifs, des techniciens, etc. Donc c'est vraiment l'ensemble des personnes employées par la NASA. Alors pas les partenaires, hein, les personnes qui sont vraiment employées par la NASA. Dites-moi un petit peu combien vous pensez qu'il y en a. 1.5, voilà. Et donc vous pouvez voter sur le nouveau lien qui apparaît ici. Merci Splanknopler pour la reprise du lien. Voilà le nouveau lien pour la nouvelle question. Hop. Et moi, je prépare les résultats. Ah, Apollo 5 t'es dit, je ne vais pas te spoiler la réponse à cette question, puisque ça fait partie des questions du quiz. Mais tu vas le savoir très bientôt, du coup, qui est le nouvel administrateur, Apollo 5 t'es dit. T'inquiète pas, tu vas le savoir, il n'y a pas de problème. C'est prévu, tout est calculé. Et là, vous pouvez peut-être imaginer un petit peu par rapport au nombre d'Américains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aux États-Unis par rapport à la France et le CNES. Je pense qu'il y a quand même plus de gens... Tiens, je vais vous dire, tiens, combien est-ce qu'il y a d'employés au CNES? Je vais voir si je peux trouver l'information en attendant. Nombre d'employés au CNES. Pour que vous ayez un ordre de comparaison. Voilà, le CNES emploie... Ah non, ça c'est la direction. Seulement la direction du CNES, c'est 185 personnes. Et l'effectif total du CNES, c'est entre 2000 et 5000 salariés. Voilà. Le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, selon société.com, c'est entre 2000 et 5000 salariés. Sachant que la France est plus petite que les États-Unis, ça vous donne peut-être une piste pour répondre à cette question. Voilà. Allez, j'affiche les résultats. Hop. Vous êtes 55% à avoir trouvé la réponse 3. Effectivement, c'est 17 000 personnes. Il y a 17 000 personnes actuellement à la NASA. Sachant que ça évolue en permanence. Hein, mais c'est un ordre d'idée en fait. Ça vous donne vraiment un ordre d'idée. Il y a à peu près donc 3 fois plus de personnes à la NASA qu'il y a au CNES français. Et c'est normal puisque c'est un plus grand pays. Il y a plus de monde, tout simplement. C'est un piège, c'est un 10. Ah bon, pourquoi? Ah, par rapport aux deux premières questions, ouais, peut-être, je sais pas. Allez, c'est parti. Question 1.6. Et voilà, pour le 5 TD, tu vas voir ta réponse, c'est parfait. Qui est l'actuel administrateur de la NASA, puisqu'on a changé de président? Est-ce que c'est T. Keith Glennan? Est-ce que c'est Michael D. Griffin? Est-ce que c'est Jim Bridenstine? Ou est-ce que c'est Steve Jurczyk? C'est difficile à dire, Jurczyk. Allez, je vous mets le lien vers le Stropole 1.6, voilà. What an accent. Merci à toi. J'essaie de le dire le mieux possible. Allez, hop. Alors, est-ce que vous savez qui est actuellement le nouveau chef de la NASA? Est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans Seul sur Mars où il y a le jeune ingénieur en aéronautique, en aérodynamique qui vient voir la réunion au sommet et qui fait « Ah, j'ai une super solution pour sauver Mark Watney, Qui êtes-vous, monsieur? Je suis le président de la NASA. » Ça vous rappelle pas quelque chose, cette scène? Moi, j'avais trouvé ça très cool. Le gars qu'on n'a rien à faire, complètement. Va falloir s'entraîner à le dire, oui. Et je suis même pas sûr que ça se prononce correctement, Jurczyk. Je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, c'est un nom qui existe. Alors... Je prépare ça de mon côté, voilà. Alors, vous êtes prêts? C'est bon? Ah non, pas ça, c'est pas ça, c'est...
Qu'est-ce que je cherche? Je cherche... voilà. Hop, le résultat. C'est ça que je voulais. Allez. Comme ceci. C'est parti pour les résultats. Et vous êtes à 28% seulement à avoir trouvé la bonne réponse. C'était justement, c'était le nom compliqué. C'était monsieur Steve Jurzik, qui est en fait, comment dire là, je pense que ça doit être un poste intérimaire. Il est là, il a été désigné par Joe Biden pour le début de son mandat, en attendant d'installer Bill Nelson, qui va donc prendre la relève à une durée indéterminée pour l'instant, c'est pas indiqué. Mais voilà, ce sera Bill Nelson qui le remplacera très bientôt. Jim Bridenstine, c'était l'administrateur du temps de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai mis la réponse 1, c'était T. Keith Glennon, c'était le premier administrateur de la NASA du 19 août 58 au 20 janvier 61, donc désigné par Eisenhower. Et Michael D. Griffin, si ce nom vous dit quelque chose, eh bien c'est parce que il était là du temps où les rovers Curiosity et Spirit étaient sur Mars entre 2005 et 2009. Et donc on a peut-être entendu souvent ce nom-là, en tout cas moi ce nom-là me disait quelque chose, c'est pour ça que je l'ai mis dans ces réponses-là. Voilà. Et donc la réponse était la réponse 4, Steve Jurzik. Allez, on y va, on passe à la question 1.7. Quel est le nom du premier satellite des États-Unis qui a été lancé par la NACA, du coup, juste avant la NASA? Est-ce que c'est Sputnik 1? Est-ce que c'est Explorer 1? Est-ce que c'est Astérix? Ou est-ce que c'est Alouette 1? Et une fois que vous aurez trouvé la réponse, je vous inviterai à deviner de quel pays sont les autres satellites représentés ici. Allez, en attendant, je vous donne la question. Ne spoilez pas encore les autres réponses. Trouvez déjà la bonne, s'il vous plaît. Et voici. Un job de 4 ans. Bah oui, c'est ça, un job de 4 ans, cuir noir, sauf changement. Je sais pas si s'il y a un changement au Parlement ou au Sénat, je sais pas s'ils doivent faire un changement aussi à la... C'est une question politique, alors après je sais pas comment... S'il y a des clauses qui peuvent faire changer ça en moins de 4 ans, je ne sais pas. Je regarde sur le site où j'ai vu ça, est-ce qu'il y a des trucs plus courts? Oui, il y a des choses plus courtes. Par exemple, on a Christopher Scholes qui est resté du 21 janvier 2009 au 16 juillet 2009. Donc apparemment, il doit y avoir... Ah mais non, d'accord, c'est qu'à chaque fois, ils nous mettent en fait justement l'intérimaire, puis le remplaçant après. Et forcément, du coup, le premier, il a un job de quelques mois, et ensuite, c'est le suivant qui a un job de 3-4 ans en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis après, bah, si jamais il doit être remplacé pour une raison ou une autre, raison de santé, je ne sais quoi, ça peut arriver aussi, ça peut être moins de 4 ans donc. Voilà, pour les précisions. Alors, ça donne quoi? Les résultats? Voyons voir ça. Certains intérimaires peuvent rester longtemps, oui. Vous tapez List of NASA Administrators sur Wikipédia et vous aurez toute la liste avec toutes les durées, tous les présidents, etc. Et effectivement, il y a quelques incongruités dans la liste, vous verrez en termes de durée. Si vous voulez, si vous aimez l'histoire, vous pourrez aller checker ça si ça vous intéresse. Voilà. Ah oui, effectivement, c'est le futur administrateur de la NASA pour le 5 TDI, Bill Nelson, qui a dit qu'il allait y avoir que ça allait être difficile. Alors, j'ai pas tout suivi, mais c'était en raison du spatial chinois, je sais plus. J'ai vu passer cette annonce, je l'ai pas lu encore. Si c'est à ça que tu fais référence, peut-être? Je n'ai pas lu ça encore, je l'ai juste vu passer cette annonce, mais c'est tout. Allez, c'est parti pour la réponse. C'était Explorer 1, bravo aux 23 personnes qui ont trouvé. Explorer 1, premier satellite artificiel des États-Unis. Donc quand on dit satellite, hein, c'est en orbite, hein, qui a réussi sa mise en orbite. Que je vous donne un peu plus d'infos là-dessus. J'avais noté ça ici. Donc, Sputnik 1 de l'URSS a été envoyé le 4 octobre 1957. C'est le premier satellite de l'histoire artificielle, hein, de l'histoire de l'humanité. Parce que le premier satellite, bah, c'est la Lune, quand même. Explorer 1, donc celui des USA, 1er février 1958, juste avant la création de la NASA, hein, qui a eu lieu le 16 juillet 1958.
Donc du coup, ça a été lancé par la NACA, son ancêtre. Astérix, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le premier satellite français qui a été envoyé le 26 novembre 1955. J'ai écrit nombre, n'importe quoi. Novembre, voilà. Et enfin, Alouette 1, c'est le premier satellite du Canada qui a été envoyé le 29 septembre 1962. Et voilà. Et ben voilà, Bill Nelson sort de son audience au Sénat justement. Merci Space Kiwi. Je savais bien qu'il devait y avoir quelque chose comme ça. Et donc il a dit que ça allait être difficile en raison de la concurrence du spatial chinois, c'est ça? Est-ce que c'est ça que j'ai entrevu dans les news? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais si vous le savez, ça m'intéresse. Question 1.8. De combien de centres scientifiques, techniques et administratifs dispose la NASA? Tout autour, enfin, sur toute la surface des États-Unis. Hein. Est-ce que c'est 2, 10, 20 ou 50? Alors, est-ce que c'est une très grande agence, une petite agence, sachant qu'il y a quand même 17 000 salariés à l'intérieur? Non, du retour en peu de temps sur la Lune. D'accord, merci pour le 5 TDI. J'ai dit 55 pour Astérix, c'est pas 65? Ah mince, oui, non, bien sûr, c'est 65, tout à fait. 55, c'est pas possible. Ah oui, non, tout à fait. 55, c'est impossible. Puisque c'est Spoutnik qui a été lancé en premier. Merci pour la bourde, pour avoir levé la bourde, Péborel. Merci. Astérix, c'est bien le 26 novembre 65, et bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai écrit trop vite. Eh bien, Dabi et Brio, tu vas pouvoir jouer aux 3 prochaines manches, c'est parfait. Alouette, je te plumerai la tête. Pour une fois, c'est surprenant, ces Canadiens m'étonneront toujours. À mon avis, il doit y avoir une petite influence de la communauté française du Québec là-bas pour avoir un nom comme ça. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. Pendant que vous répondez, je vais essayer de voir si je peux vous trouver un petit peu une explication de ce nom. Je sais pas si je peux vous trouver ça. Je vais regarder 2 secondes. Non, mais si je mets Alouette 1, sinon je vais pas trouver. Pourquoi il s'appelle comme ça? Alors, il est allé étudier l'ionosphère de la Terre. Voilà. Et j'ai pas tant que ça. Ah si, Alouette 1, information générale. Alors, je sais pas s'ils donnent le nom. Attendez, je regarde si je trouve le nom. Pourquoi ils ont... Ah non, ils disent juste sur le site de la NASA, là, ils disent juste que c'est un petit satellite observant l'ionosphère. Je vois pas d'informations sur l'origine du nom Alouette. Je regarde si le Wikipédia anglais me la donne. Au passage, Ariel 1, c'est le premier satellite britannique. Voilà. Alors, Alouette. Alouette 1. Bon, Astérix, on sait pourquoi, mais Alouette 1, pourquoi? Non, je vois pas... Attendez, peut-être là, si je trouve là-dessus... Je vais trouver. Je veux trouver pourquoi. Bon, bah écoutez, je vais peut-être pas trouver, en fait. Ça va prendre beaucoup de temps de trouver. Si quelqu'un le sait, à ma connaissance, Alouette, c'est une chanson canadienne. Bah merci, merci beaucoup. Attends, Péborel, oui, c'est la chanson, mais est-ce que c'est pour ça que ça s'appelle Alouette? C'est une bonne question. Non, non, c'est pas ça. J'ai cru que j'avais trouvé ça, mais non. Si je regarde le 30e anniversaire d'Alouette, est-ce que ce serait écrit? Est-ce que j'ai de la chance? Est-ce que j'ai de la chance? Télécommunication. Non, je ne trouve pas. C'est dommage, c'est une question intéressante. Ça restera un mystère pour ce soir, puisqu'on n'aurait pas le temps malheureusement de chercher plus avant. Mais effectivement, si c'est la chanson la plus populaire du Canada, il y a des chances que ce soit pour ça. Allez, dites-moi... Bah non, pas attendez, je vais vous montrer le résultat quand même. Le résultat, il est là. Voilà. Et donc, il y a 20 centres de la NASA aux États-Unis. Avec bien sûr les 2 plus connus, hein, le Kennedy Space Center, là où sont... du coup à Cap Canaveral en Floride, où sont lancées les fusées habitées, notamment celle de Thomas Pesquet, sur le pad Tier 39A, là où il y avait les navettes spatiales auparavant. Et puis le Jet Propulsion Laboratory, là où on contrôle et construit et conçoit, surtout construit et contrôle les sondes interplanétaires, et où on gère notamment le Deep Space Network, qui
qui est en fait le réseau d'antennes qui sert à contrôler les sondes spatiales à très grande distance, donc en Californie, hein, le JPL en Californie, voilà. Mais il y en a 20, hein, dont je crois que, c'est quoi, le siège est à Washington, je ne sais plus. Voilà, il y a des bâtiments administratifs, des centres de recherche, des centres techniques, des centres de lancement, etc. Ils en ont eu plus dans le passé ou pas? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Je sais que quand la NASA a été créée à partir de la NACA, il y avait que 8000 salariés au début, ils sont passés à 27 000 en 2021 là. Donc j'imagine que ça a plutôt augmenté que diminué, à moins qu'il y en ait qui soient passés à la DARPA ou inversement. Ça je ne sais pas du tout, Yo de Bordeaux. C'était la réponse... Pardon, excusez-moi, j'ai pas dit ce qu'était la réponse. C'est l'Alouette qui m'a perturbé. C'était la réponse 3. C'était la réponse 3. La réponse 3, bravo aux personnes qui ont trouvé 26%. Réponse 3. Voilà, dites-moi dans le chat quels sont vos scores sur 8, s'il vous plaît. Vos scores sur 8. Et après, on passe à la manche numéro 2. Quels sont vos scores sur 8? Mac 2090, c'est pas possible. Je ne te crois pas. À moins que tu aies déjà répondu à une question de la manche d'après. Oh, c'est pas si mal comme moyenne ça, je vois que vous êtes tous à peu près au-dessus de 4. C'est plutôt bien. Bonjour Titia West, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne du Planétarium. C'est pas grave, Yo de Bordeaux, tu pourras te ressaisir sur les autres manches, il y en a pour tous les goûts. Allez, deuxième manche, ça va parler d'astronomie cette fois-ci. D'astronomie au sens premier du terme. C'est-à-dire que l'astronomie, c'est comment dire, c'est les règles qui régissent les astres. En fait, c'est ça l'astronomie. Et depuis les débuts de l'humanité, elle était mélangée à l'astrologie. On mélangeait un petit peu les prédictions vraies dues aux astres et aux saisons, les calendriers, etc. Et les précisions mythologiques dues aux signes du zodiaque, etc. Et puis vers la Renaissance, ça a commencé à se séparer, et puis après l'arrivée de Newton, qui a compris pour la première fois ce que c'était qu'un spectre lumineux, puis il y en a d'autres qui ont suivi après bien sûr, on a commencé à pointer nos spectromètres vers les étoiles, et à déceler la composition interne des étoiles, et atteindre non plus seulement les classifications des étoiles, et comment ça bouge, etc. Donc pas seulement les règles qui régissent les astres, mais aussi les règles qui régissent l'intérieur des astres. On est passé aussi du coup à l'astrophysique. Là on va parler d'astronomie, donc on va parler de classification plutôt des astres. Voilà. Alors aujourd'hui par contre, les astronomes et les astrophysiciens, c'est quasiment la même chose. La seule différence est administrative, c'est-à-dire que les astronomes, en tout cas en France, travaillent dans des observatoires et ont des tâches de service où ils doivent contrôler des télescopes pour d'autres personnes qui vont venir observer une partie de leur plan de charge. Et les astrophysiciens, eux, en général, sont plutôt peuvent être embauchés par des observatoires, mais sont surtout embauchés par le CNRS, les universités, et non pas ces tâches de service. Voilà, c'est devenu purement une distinction un peu superflue aujourd'hui. Mais dans l'ordre historique, c'était astrologie, astronomie, puis astronomie toute seule, puis séparation avec l'astrophysique, et maintenant on parle surtout d'astrophysique. Voilà. Merci pour ton soutien. Bah, merci d'avoir joué, Yo de Bordeaux. C'est bien parce que tu vas essayer quand même. Allez, on va parler de catalogue astronomique. Donc, alors, à quoi ça sert un catalogue astronomique? Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une liste d'objets célestes. Ça peut être des planètes, ça peut être des astéroïdes, ça peut être des étoiles, ça peut être des amas d'étoiles, ça peut être des nébuleuses, des galaxies, des quasars, des trous noirs, tout ce que vous voulez. Du moment que vous avez un point commun entre toutes ces choses, que vous les avez observées avec égalité de précision et avec le même instrument, eh bien vous pouvez, ou du moins si leurs caractéristiques sont similaires et comparables, par exemple si vous avez, je sais pas moi, des exoplanètes qui ont été détectées par plein de satellites différents, mais qu'ils ont réussi quand même à avoir des informations qu'on peut regrouper, qui sont pas trop dans les choux les unes par rapport aux autres, eh bien on peut en faire un catalogue, ce qui sert ensuite à faire des recherches statistiques par exemple, ou simplement à chercher un objet précisément avec ses caractéristiques précises, observé par tel ou tel télescope. Voilà. Voilà donc ce qu'on va faire pour cette manche 2. C'est parti pour la première question. Question 2.1. Sur le moteur de recherche Visir, donc c'est le moteur de recherche Google pour les astronomes qui cherchent des étoiles, hein, grosso modo, qui est basé à Strasbourg. Combien peut-on trouver de catalogues? Je pose la question comme ça, puisque je ne peux pas vous donner le nombre exact de catalogues d'étoiles ou de planètes ou de tout ce que vous voulez qui a existé, puisque dans l'histoire, il y en a qui ont été perdus.
hein, dans l'histoire des humains. Donc je ne peux pas vous donner le nombre exact de catalogues qui ont existé, mais je peux vous donner le nombre de catalogues exacts qui sont répertoriés et utilisés par les astronomes aujourd'hui. Et on va trouver ça sur ce moteur de recherche. À votre avis, combien est-ce qu'il existe de catalogues d'astres qu'utilisent les astronomes? 526, 1284, 8795 ou 20782? À votre avis, est-ce qu'on a beaucoup classé les étoiles ou pas beaucoup classé les étoiles? Voilà, allez-y. Alors là, ce sera peut-être une réponse au pif, mais essayez d'estimer un petit peu à votre avis par rapport à ce que vous savez un petit peu de l'astronomie, si vous pensez qu'il y a beaucoup de classifications qui existent ou pas beaucoup. Pour voter, il faut cliquer sur le stropole, s'il vous plaît. Sur la conférence du CALA hier au musée Confluence, ils en ont parlé. Ah, ils ont parlé des catalogues d'étoiles? Mais c'est super. Le CALA, donc, c'est le club astronomie Lyon-Ampère, Général CALA, qui en fait partie, qui est au-dessus du planétarium à Vaux-en-Velin. Voilà, donc j'ai cliqué sur le pôle, voilà, hop, j'attends vos réponses. Donc ça c'est le genre de question, si vous ne savez pas, vous pouvez essayer d'estimer, et puis sinon vous allez apprendre le résultat, et vous me direz ce que vous en pensez. Ma raquette de Goto n'en a que 4. Oui, bah après, normalement une raquette de Goto, ça se met sur un télescope qui ne peut pas voir non plus les confins de l'univers, donc donc tu n'auras peut-être pas besoin de plus de 4, je pense. Yo de Bordeaux, je partirai sur beaucoup à première vue. Mais beaucoup combien? Merci Splanknopler pour le repost du lien. Et donc General Icala, ils ont... C'était quoi la conférence à Confluence? C'était sur les catalogues d'étoiles? C'était quoi? Confluence, hein, c'est un musée qui est sur la presqu'île de Lyon, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, pardon, du coup. Parce que si vous connaissez, vous le savez déjà. Allez, je vais afficher les résultats. C'est parti. L'Atlas des étoiles, d'accord. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs Atlas des étoiles. Il y en a beaucoup. Et il y en a 20 782. Voilà. Bravo à celles et ceux qui ont répondu la réponse 4. J'espère, Yo de Bordeaux, que tu as pensé beaucoup suffisamment. Tu n'en connais que 3, Albiro. On va en voir quelques-uns durant cette session, mais il y en a 20 782. Je vais vous mettre le lien, tiens, vers Vizir, si vous voulez vous amuser à voir comment c'est fait tout ça. Ça vous prendra du temps, hein, donc faites pas ça maintenant peut-être, mais je vous donne le lien, comme ça vous pourrez vous amuser à regarder ce qui existe. Voilà le lien. L'outil Vizir, donc c'est le Google des astronomes pour les catalogues d'étoiles. Voilà, bravo Yo de Bordeaux. Bravo à toi. Voilà, donc 20 782 plus, en fait, puisque c'est ceux qui existent actuellement, mais en permanence, il y a des astronomes qui travaillent avec des instruments spatiaux et terrestres à la création de nouveaux catalogues et à l'augmentation des entrées dans des catalogues qui existent déjà. Donc, ça ne pourra qu'augmenter à l'avenir et tous les catalogues anciens sont gardés, vous verrez, et on ne fera pas le tri. On va juste en augmenter. Voilà. Son indice me fut précieux. Allez, bravo à toutes et tous, on continue. Question 2.2. De quand date le plus ancien catalogue d'étoiles connu? Est-ce que ça date du Moyen-Âge? Est-ce que ça date d'entre moins 1531 et moins... Attention, il y a un moins, hein, et moins 1155? Est-ce que ça date de 1774? Parce que pourquoi pas? Est-ce que ça date d'entre moins 10 000 ans et moins 5000 ans? Allez, je vous donne un indice. On a trouvé ça sur une tablette d'argile. Ce qui devrait normalement vous aider. Alors attendez, je vais mettre le lien vers le stropole. Hop, je récupère ça ici, voilà. Attention, 3, 2, 1, désolé, je suis un petit peu en retard, 2.2, voilà. C'est bon, vous l'avez. Voilà, voilà le stropole. Alors, est-ce qu'une étoile peut appartenir à plusieurs catalogues? Tout à fait. Tout à fait. Une étoile peut appartenir à plusieurs catalogues. Et je vous donnerai tout à l'heure un lien vers un autre Google des étoiles qu'utilisent les astronomes et qui est aussi à Strasbourg, qui s'appelle Simbad, et qui permet justement de voir toutes les données existantes sur une étoile, et qui vous donne aussi tous les noms que possède cette étoile. On verra ça ensemble tout à l'heure dans les questions qui viennent. Là, c'est Pierre qui nous l'a montré dans son JT. Ah, magnifique. Magnifique. Alors, est-ce que c'est très vieux ou pas très vieux? C'est ça la question, sachant qu'on a trouvé ça sur des tablettes d'argile. C'est un gros indice. C'est un très gros indice. Pierre en a parlé il y a quelques semaines de la tablette. Ah bah voilà. On a eu la même idée. Bah du coup, vous aurez la bonne réponse. C'est parfait. Allez, 24 votes, je vois que ça monte plus.
Faut que je regarde autre chose que des conférences astro. L'argile fut inventée à quelle époque? Je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on fait, de la terre cuite, hein, quand même. Ça fait très très longtemps. Tu n'as pas eu le lien? Alors attends, je vais te le remettre. J'essaie de le faire copier-coller, mais c'est pas facile. Ah, j'arrive pas sur mon logiciel, j'arrive pas à copier le lien. Bon. Ah, merci Splanknopla. Voilà. Allez, je vous montre le résultat, c'est parti. Hop. Donc les résultats, c'était... la réponse, pardon, c'était la réponse 2. Entre moins 1531 et moins 1155. C'est une estimation, hein, bien sûr, comme souvent dans ces choses-là. En histoire, en archéologie, c'est difficile parfois d'avoir les dates à l'an près. C'était des calendriers faits par... Enfin, n'importe quoi. Des catalogues d'étoiles, pardon, faits par les Babyloniens en Mésopotamie. Et le catalogue s'appelait 3 Stars Each, 3 étoiles dans chaque. 36 étoiles brillantes en tout, 12 le long de l'équateur céleste. Donc l'équateur céleste, c'est la projection de l'équateur terrestre dans le ciel, tout comme l'étoile polaire et la projection, et c'est le pôle nord céleste, c'est la projection du pôle nord terrestre dans le ciel. Donc qu'ils appelaient Anu, l'équateur céleste, 12 au sud de l'équateur qu'ils appelaient Ea, et 12 au nord qu'ils appelaient Enlil. Alors je sais pas pourquoi c'est 3 stars, parce que du coup il y en a 36, mais c'est 3 zones, alors peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Voilà, et donc c'était à ce moment-là. 1774, c'est la date de création de la première version du catalogue de Messier, que les astronomes amateurs connaissent bien, et dont on va parler un petit peu tout à l'heure, je ne vous spoile pas encore, voilà. C'est pas les bons résultats? Je vous ai pas mis les bons résultats, attendez, ça va pas du tout. Si je vous donne pas les bons résultats, ça va pas le faire. Est-ce que là, c'est les bons résultats cette fois-ci? Voilà, vous êtes 19 à avoir répondu 2. Et donc 19 personnes, j'imagine, qui ont été au live de Pierre où il a parlé des tablettes. Allez, c'est parti. Allez, on y va, on passe à la suite. Question 2.3. Que contient le catalogue de Charles Messier? Voilà, je viens d'en parler, créé en 1774. Est-ce qu'il contient des planètes et des astéroïdes? Est-ce qu'il contient les étoiles brillantes du ciel? Je parle au présent parce qu'on s'en sert toujours. Hein. Est-ce qu'il contient des objets diffus visibles à travers une petite lunette? Ou est-ce qu'il contient les nébuleuses obscures de la bande de la Voie lactée, ces nuages noirs que vous voyez derrière ma tête, ici? Alors, à vous de me dire, je vais partager le lien vers le nouveau Stropole. Question 2.3, c'est parti. Ce catalogue est présenté au public en musée en général, oui, et tu vas le trouver sur tous les magazines d'astronomie également, régulièrement. C'est vraiment le catalogue que tout le monde utilise en astronomie amateur, et il contient 110 objets. Voilà. Il contient 110 objets. Donc allez-y pour voter, je vous attends. Je vais effacer un petit peu les votes précédents parce que sinon j'affiche pas le bon. Et ce serait embêtant. Alors, la version de 1774 comprenait moins d'objets. Il y en avait 45 en 1774. En 1780, il y en avait 103. Et je crois ne pas me tromper en disant qu'on est monté jusqu'à 110. Je sais jamais si c'est 110 ou 112. Que je vérifie, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est 110. 110 très précisément. Et le numéro 110, c'est une galaxie elliptique que l'on trouve autour de la galaxie d'Andromède. C'est un satellite de la galaxie d'Andromède. Voilà. Qui était plus difficile à attraper. C'est pour ça que c'est le 110e. On me parle de Messier comme si je pouvais me rappeler de tous. Ben, en général, chaque astronome amateur, chaque animateur en astronomie en connaît quelques-uns. Moi, je vois mon petit top 10 que je connais, et puis après, les autres, effectivement, on ne peut pas tous les connaître. Allez. C'est parti. Stropole. On y va.
Alors, effectivement, ce sont des objets diffus, visibles à travers une petite lunette. Bravo aux 11 personnes qui ont trouvé la réponse 3. Bravo à vous, c'était bien la réponse 3. Alors, pourquoi il a fait ça? Bon, on savait faire des catalogues à l'époque, on en faisait déjà pas mal. Mais c'était la grande époque des chasseurs de comètes. Les comètes, ces objets glacés qui viennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort et qui tombent vers le soleil après avoir été perturbés par leurs voisines. Et donc à chaque fois qu'elles passent près du soleil, leurs matériaux glacés font deux queues, vous savez, une queue de particules de glace et une queue de plasma. Et on les repère à ce moment-là assez facilement. Maintenant on arrive à les repérer un peu plus tôt. Mais avant c'était vraiment quand elles étaient en pleine chevelure qu'on les voyait. Et bah, c'était avec les instruments de l'époque, des petites lunettes. Lui il avait une lunette de 100 mm, donc 10 cm de diamètre, c'était pas énorme. On commençait tout juste à avoir des télescopes avec le télescope de Newton. Voilà, on voyait pas grand chose et c'était surtout des taches floues. Et lui-même, Charles Messier, si je ne me trompe pas, il a confondu la nébuleuse du Crabe, M1, avec une comète. Et donc il a dit ça suffit, ça peut plus durer comme ça. J'en ai marre qu'on se fasse ridiculiser, donc il a créé un catalogue de taches floues qui ne bougeaient pas pour être sûr que ce n'étaient pas des comètes, et ainsi aider les chasseurs de comètes à l'époque. Voilà donc à quoi a servi ce catalogue au départ, et puis maintenant c'est les astronomes qui s'en servent. Voilà. Et combien reste visible aujourd'hui avec les mêmes instruments, fichu pollution lumineuse? Bah ça dépend où tu habites en fait. Même à Paris, en pleine ville, quand j'y travaillais, on pouvait voir facilement une bonne dizaine d'objets de Messier au télescope, alors qu'on ne voyait même pas les étoiles à la nuit autour, donc il n'y a pas de problème. Avec suffisamment de lumière, tu en vois. Après, pour ce qui est de faire des mesures astrophysiques sur des objets, la pollution lumineuse commence à être vraiment embêtante pour le coup. Mais pour ce qui est de voir les plus gros, les plus lumineux objets de Messier, ça se fait encore. Après, ça dépend de la ville, hein, bien sûr. Hein. Je pense que si tu vas dans une mégalopole, genre Tokyo ou Los Angeles, ça va être plus compliqué, à mon avis. Voilà tout. Allez, c'est parti. Question 2.4. Que signifie le sigle NGC dans le nom d'une galaxie, nébuleuse ou amas d'étoiles? Quand c'est M quelque chose, M31 par exemple, eh bien ça veut dire que c'est la 31e entrée dans le catalogue de Messier, et en l'occurrence c'est la galaxie d'Andromède. Si c'est NGC quelque chose, est-ce que c'est Monsieur NGC? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Nebulae Galaxy and Clusters? Est-ce que c'est New General Catalog? Est-ce que c'est Next Galactic Catalog? Ou est-ce que c'est Names of Galaxy Catalog? Allez, je vous mets le lien. Il y a peut-être un indice dans la question, peut-être pas. Voilà, question 2.4, allez-y. Messier a fait les deux hémisphères? Non, il a fait que l'hémisphère nord. Il a fait que l'hémisphère nord, cela de bis. Il doit y avoir également des catalogues utilisés par les astronomes amateurs dans l'hémisphère sud, je pense. Alors, pour les non-anglophones, est-ce que je peux traduire nébuleuse, galaxie et amas d'étoiles, pour la réponse 1. Le nouveau catalogue général, pour la réponse 2. Le prochain catalogue galactique, pour la réponse 3. Et les noms de galaxies, le catalogue des noms de galaxies, pour la réponse 4. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai joué avec le N, le G et le C, jusqu'à obtenir 4 réponses différentes. Allez-y. Alors, hop. Pas facile cette question-là, sachant qu'il y a un piège en plus. C'est un catalogue qui est très très utilisé aujourd'hui, qui remplace en fait le catalogue de Messier pour les astronomes professionnels. Grosso modo, hein, c'est surtout à ça qu'il sert. Ah, ça c'est un gros indice pour trouver la première lettre déjà. C'est un gros indice pour trouver la première lettre, ce que je viens de vous dire. Ce catalogue remplace le catalogue de Messier. Allez, c'est parti. Allez, je vois 21. Est-ce que j'attends encore quelques secondes? Allez, c'est parti. C'était la réponse 2. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. Il y a 12 personnes qui ont trouvé, c'est pas mal. Je vais effacer ça, voilà. La réponse 2, donc c'était le New General Catalog. Donc la petite blague, hein, c'était comme c'est un catalogue qui contient des galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles, clusters en anglais, j'ai voulu faire une petite blague avec Nebulae, Galaxy and Clusters. C'est un faux ami, ça marche très bien, NGC, mais non, c'est New General Catalog, et bah c'est le nouveau, donc ça remplace en fait, grosso modo, ça remplace des catalogues comme celui de Messier. Voilà.
C'était New General Catalog, Yo de Bordeaux. Voilà. Next, ça veut dire le prochain, alors qu'il est déjà là. Ça aurait été un peu bizarre. Mais donc vous avez comme ça toutes les galaxies nébuleuses que vous connaissez peut-être dans le catalogue de Messier. Par exemple, Andromède M31. Qu'est-ce qu'on a d'autre? M13, la main globulaire d'Hercule, etc. Tous ces objets très brillants, du coup, visibles dans les télescopes d'amateurs, ont aussi des noms NGC, et il y a en plus dans le NGC plein de galaxies, de nébuleuses et d'amas d'étoiles que Messier n'aurait pas pu voir avec sa petite lunette, et que vous ne pouvez pas voir non plus avec vos petits télescopes. Il y en a quelques-unes que Messier n'a pas vues, mais que vous pourrez voir. Mais après, vous n'avez pas non plus des télescopes d'1 mètre dans vos jardins, je pense. Donc, vous avez peut-être un meilleur instrument que Monsieur Messier, mais quand même pas un instrument professionnel. Il y en a quelques-uns parmi vous, peut-être qui en ont, hein, c'est possible. Il y a des astronomes amateurs très fortunés, mais voilà. En tout cas, le NGC est un peu plus large que le catalogue de Messier. Allez, c'est parti. Nouvelle question sur les catalogues. Quel est le catalogue qui actuellement contient le plus d'objets? Est-ce que c'est Hipparcos? Est-ce que c'est Nobad 1? Est-ce que c'est NGC? Est-ce que c'est Gaia? Alors là, si vous ne connaissez pas, je pense que vous pouvez répondre à peu près au pif, mais je vais vous expliquer, bien sûr, vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer. Je mets le lien vers la question. Il me faut la question 2.5. 2.5, voilà. Allez-y. Allez-y, allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous suivez bien l'actualité astronomique et spatiale, vous pourriez peut-être trouver la réponse. Ça, c'est possible. Pendant ce temps-là, je vérifie une information dont j'ai besoin pour vous expliquer la réponse. Comment? Voilà. Ouais, c'est ça. Quels sont les meilleurs endroits en France pour observer le ciel? Ça reste le sommet des montagnes des Pyrénées ou des Alpes, Mach 2090. Il existait, je ne sais pas s'il existe toujours, un triangle noir dans le Quercy, dans le Massif central. Je ne sais pas s'il existe toujours, parce qu'il y a la progression de la lumière des villes quand même qui gagne du terrain. Il y a quelques villages en France qui ont arrêté les lumières au bout d'une certaine heure aussi. Mais le mieux, ça reste quand même au sommet des montagnes, avec un air plus transparent, plus pur et plus éloigné des villes. Même si, même au pic du Midi, on commence à voir des champignons lumineux de Toulouse, Pau, Tarbes, etc. qui commencent à monter. Ça reste encore la meilleure option en France. Après, en France métropolitaine, hein, si vous allez en Outre-mer, vous allez trouver encore des spots bien plus intéressants et qui, par exemple, aux îles Kerguelen, vous serez en plus dans l'hémisphère sud avec un ciel différent. Donc ça peut être intéressant aussi. Voilà. L'OHP c'est pas mal, mais ça commence à être pas mal pollué avec la pollution lumineuse hein, quand même, ça commence à monter pas mal. Le Keras, oui, le Keras c'est bien. Bah, vous avez l'observateur de Saint-Véran, bien sûr, qui est à 2921 mètres, je crois, d'altitude. Dis-moi si je me trompe, Sif mec, mais je sais plus. Qu'il est au mètre près l'altitude de ce... 2990, 2991, je sais plus. Sur le pic de Château-Renard. Très exactement. Allez, je vous montre le résultat du sondage. C'est parti. Et on a seulement 3 personnes qui ont répondu à la bonne réponse. Ah non, c'est pas la bonne question. C'est pour ça. Attendez. Pourquoi j'ai plus la bonne réponse? Attendez, j'ai plus le bon... J'ai plus le bon stropole. Voilà. Attendez. Ah, voilà. On a 11 personnes qui ont trouvé la réponse 4. Je me disais bien aussi que c'était bizarre. Voilà, c'était bien Gaia. Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Réponse 4, Gaia. Bravo à ceux qui ont trouvé. Donc Hipparcos, c'est un satellite du nom de Hipparque, le grec ancien, qui a observé des étoiles. Je vous dis pas encore pourquoi, parce qu'il y aura une question là-dessus. Mais il en a observé 111 000... Attendez, que je retrouve le nombre exact que j'ai dans mes petits papiers. Il est où? Voilà. 118 218 étoiles. Nomad 1, c'est un regroupement de tout un tas de catalogues. On les range quand même de temps en temps. Qui avaient des données similaires et qu'on a pu regrouper. C'est-à-dire que c'était le même genre de paramètres qui ont été observés avec une précision similaire. Et donc c'est un regroupement de plusieurs catalogues. Alors combien exactement? Je peux essayer de vous dire ça. Donc Nomad, ça regroupe Hipparcos, Tycho 2, UCAC 2 et USNO B1. Voilà, donc plusieurs campagnes d'observation qui ont été faites au sol ou dans l'espace.
Et donc sur Nomade, on a quand même la coquette somme de 1,12 milliard d'étoiles, rien que ça, voilà. Sur le NGC, donc ce ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles, et il n'y en a que 13 226. Forcément, il y a moins de galaxies que d'étoiles hein, dans l'univers, donc ça se tient. Hein. Dans notre seule galaxie, la Voie lactée, il y a 200 milliards d'étoiles, et dans la galaxie d'Andromède, qui est notre plus proche grosse galaxie voisine, eh bien, il y a de l'ordre de 500 à 1000 milliards d'étoiles. Donc, rien que ça. Ça reste que 1,12 milliard d'étoiles, c'est de Nomade, là, c'est pas beaucoup hein, en termes de quantité, puisque ce n'est que 1/200e de ce qu'il y a dans la galaxie, et ça fait une petite bulle autour du Soleil, rikiki, si on pouvait regarder sur une carte, vous pouvez trouver ça sur internet, une carte de la position du Soleil dans la Voie lactée, vous verrez, vous faites juste un petit rond autour du Soleil, un tout petit rond, et vous avez à peu près les étoiles que l'on connaît. À l'exception des étoiles qui sont très lumineuses et très loin, bien sûr, il y en a quelques-unes dans ce cas-là. Et enfin, Gaïa, il y a 1,47 milliard d'étoiles. Gaïa, c'est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui a été lancé il y a quelques années, 2014 je crois, ou 2013, enfin quelque chose comme ça. J'ai pas le... Attendez, je vais vous donner la date exacte, ce sera mieux. Gaïa... non, je veux pas la mythologie, je veux le satellite. C'est un télescope. Voilà. Il a été lancé quand? Il finit sa mission en 2020, il a été lancé le 19 décembre 2013 à Kourou, voilà. Et donc il fait de l'astrométrie, c'est-à-dire qu'il fait de l'astrométrie, de la spectrophotométrie et de la spectrométrie, c'est-à-dire qu'il va mesurer la lumière des étoiles en fonction de la longueur d'onde pour avoir leur composition, puisque dans l'atmosphère des étoiles il y a des atomes qui ne sont pas de l'hydrogène et de l'hélium, donc des atomes plutôt qu'on appelle des métaux en astronomie, qui ont été fabriqués par les étoiles précédentes, parce que les premières étoiles n'ont eu que de l'hydrogène et de l'hélium à manger, et qui ont été fabriquées par le Big Bang. Et donc les étoiles de génération supérieure ont recueilli les atomes fabriqués par les précédentes, et donc on en retrouve dans leurs atmosphères, comme dans celle du Soleil d'ailleurs. Et donc quand on fait le spectre, on voit que certains de ces atomes absorbent de la lumière émise par l'étoile, qui ne nous arrive pas, et donc il y a certaines couleurs qui manquent, ça fait des raies noires dans le spectre. Et grâce à ça, on peut mesurer du coup la composition de l'atmosphère d'une étoile et en déduire peut-être des choses sur sa composition interne. Et l'astrométrie, c'est la mesure de la position des astres en 3 dimensions, que ce soit en 2D sur le ciel, leur mouvement également, et avec un mélange de photométrie et d'astrométrie, dans la mesure de la lumière et de la position, eh bien on peut remonter, dans certains cas, avec certains instruments et certaines techniques, à la distance. On verra ça ensemble tout à l'heure. Voilà, j'espère que la réponse était assez claire. Il y a eu plusieurs catalogues Gaïa, il y a eu plusieurs versions déjà, effectivement, et j'ai pris la plus à jour. Je vais te dire ça, si je vais sur Vizir, il n'y a pas 36 outils pour ça, de toute façon. Vizir, que je tape Gaïa, entrée. On me dit le Gaïa de 2021 de Baylor Jones et plus, c'est 1,41 milliard d'étoiles. Et la première version, ça devait être... je vois pas... C'est en 2013. Ah mais c'est source list, c'est peut-être pas pareil. Attendez. Par exemple, en 2018, on en avait intégré que 1,33 milliard. Donc ça augmente bien sûr avec le temps jusqu'en 2020, ça a dû augmenter. Voilà, on n'aura pas plus quoi. On n'en aura pas plus puisque le télescope est retraité maintenant. Mais on a augmenté du coup à partir des sources qu'on avait prévues et des données qu'on a engrangées pendant toutes ces années entre 2013 et 2020. Eh bien, on a monté jusqu'à 1,47 milliard d'étoiles. Voilà, c'est ça. C'est le catalogue EDR3, tout à fait. Le DR2, c'était en 2018, c'était 1,33 milliard. Et après, les autres, là, j'ai pas les nombres sans cliquer sur les articles, là, directement, j'ai pas les nombres. Voilà. Mais vous tapez Gaïa sur le moteur Vizir et vous trouverez tout ce que vous voulez. Allez, on passe à la suite. Question 2.6. Quelle avancée majeure a permis le télescope spatial de l'ESA Hipparcos, qui a fait le catalogue Hipparcos avec 118 218 étoiles? Est-ce que c'est la détection de la première exoplanète depuis l'espace, l'avancée majeure? Est-ce que c'est la mesure précise de la distance de ces 100 000 étoiles et quelques? Est-ce que c'est la compréhension que certaines nébuleuses sont en fait des galaxies? Ou est-ce que c'est la découverte de l'étoile la plus lointaine connue? Cette question, normalement, ne va pas être trop difficile, j'espère. Allez, je vous mets le lien vers la 2.6, c'est parti.
Bah en fait, les différentes versions des catalogues, c'est les ajouts qu'on met à mesure que la recherche continue. Si le télescope est toujours actif, bah, ça va être des sources qui ont été observées à mesure que le télescope travaille. Et si c'est un catalogue comme Nomad, par exemple, bah, ça va être des ajouts supplémentaires après la fin de la mission, après la fin d'une mission, à un collectif de catalogues, par exemple. Ça peut être aussi des étoiles qui ont été observées, mesurées, mais qui ne font leur entrée dans le catalogue que lorsque certaines données calculées ont été intégrées aussi. Voilà, il peut y avoir plein de raisons possibles à tout ça. Ça peut être aussi des entrées de catalogue qui peuvent disparaître parce que finalement la source n'est pas confirmée, comme par exemple pour les exoplanètes, parfois il y a des exoplanètes qui sont infirmées par la suite, et donc il faut les retirer du catalogue. Voilà, il peut y avoir plein de raisons à ça. Voilà. Alors, ça donne quoi? Eh bien, je vais vous afficher bientôt le résultat. Allez, j'affiche le résultat, c'est parti, 17 votes. J'attends encore quelques instants. Quelques petits instants. 19, 20, 21. Ah, est-ce qu'on monte à 22? 22. Allez, c'est parfait. On y va. C'était bien la réponse 2. Le télescope Hipparcos nous a fourni la plus grande précision de distance sur les 100 000 étoiles les plus proches, enfin, en tout cas les 100 000 qu'il a observées, qui a été depuis surpassé par Gaïa, bien sûr. C'était le rôle de Gaïa de faire ça, entre autres. Comment il a fait ça? Il a mesuré avec précision les parallaxes des étoiles, d'une part, et les mouvements propres. Alors la parallaxe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, si je ne me trompe pas, l'angle sous lequel on voit... Ah, attendez, non, la distance... je sais plus. Je vais essayer de vous l'expliquer dans le bon sens, si possible, ce serait bête. Sinon... Avec un schéma, c'est mieux, c'est vrai. Mais je vais vous expliquer ça très simplement. Voilà. Comment vous l'expliquer le plus simplement? Et si je vous donne la définition exacte... Voilà. Donc la parallaxe, c'est un angle. C'est l'angle sous lequel vous pouvez voir la distance d'une unité astronomique, donc la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, n'importe où dans l'univers. Prenez 150 millions de kilomètres, vous mesurez l'angle que vous fait cette distance dans le ciel, et la parallaxe, c'est cet angle mesuré à une distance de 1 parsec, c'est-à-dire à 3,26 années-lumière. Voilà, c'est une définition un petit peu absconce, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous prenez la Terre au mois de janvier, elle est de ce côté du Soleil, et si vous prenez la Terre au mois à l'inverse au mois d'août, elle sera de ce côté du Soleil. Il y aura 300 millions de kilomètres entre les deux, et nécessairement, si vous pointez une étoile lointaine, eh bien, vous la verrez décalée sur le ciel. Vous la verrez avec un angle légèrement différent, mais très légèrement différent par rapport aux autres étoiles. À l'œil nu, vous verrez aucun changement, mais si vous prenez un télescope et que vous faites une astrométrie précise, vous verrez que cette étoile, elle s'est déplacée très légèrement par rapport à ses voisines en apparence sur le plan du ciel. Vous mesurez cet angle, et grâce à cet angle et à la distance que vous connaissez de base entre la Terre et la Terre, entre le mois de janvier et le mois d'août, eh bien vous pouvez obtenir la distance qu'il y a entre les deux. C'est une mesure de triangulation en fait. C'est juste que on cale ça sur une situation idéale avec une distance de 150 millions d'années-lumière à l'horizontale, observée depuis 1 parsec, qui nous donne un angle de... qui nous donne la parallaxe. Voilà. Donc c'est ce principe-là. Et en plus de ça, il faut savoir que les étoiles se déplacent autour de la Voie lactée. Elles tournent autour du centre de la Voie lactée, alors à certaines distances. Par exemple, notre Soleil, il est à 8 kiloparsecs du centre de la Voie lactée, donc 8000 parsecs, donc 8 fois, en grosso modo, 25 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Et il tourne à 200 km par seconde, ainsi que ses voisines. Ça veut dire que les étoiles que vous voyez dans le ciel, en plus du mouvement dû à la rotation de la Terre, eh bien, elles vont avoir des mouvements propres, leur déplacement intrinsèque dans la Voie lactée, qui s'ajoute à ce petit zigouille que fait la parallaxe, ce petit va-et-vient comme ça. Et en mesurant ces deux mouvements très précisément, eh bien, on peut corriger la parallaxe avec les mouvements propres pour avoir la vraie distance entre ces étoiles et nous. Pour cela, il faut arriver à mesurer précisément également
la position de ces étoiles sur le ciel, donc c'est un instrument astrométrique, et grâce à la distance, et bien enfin on peut accéder à la luminosité intrinsèque des étoiles, puisque tout ce que vous voyez des étoiles, c'est la lumière qui vous arrive, et elle vous arrive en se diluant, puisque la lumière c'est quelque chose qui varie avec le carré de la distance, c'est-à-dire que si vous êtes 2 fois plus loin, vous recevez 4 fois moins de lumière. Vous pouvez essayer avec une ampoule, hein. Vous pouvez essayer de vous mettre à une certaine distance et puis 2 fois plus loin, vous verrez que vous verrez... Alors avec vos yeux c'est difficile parce que vos yeux voient en logarithme, alors il faudra... Vous vous rendrez compte que ce sera moins lumineux, mais il faudra prendre un instrument de mesure de lumière pour vous rendre compte que c'est vraiment 4 fois moins lumineux. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc du coup, c'est-à-dire qu'il y a une luminosité intrinsèque à l'étoile et une luminosité apparente à l'étoile, qui dépend de la distance que vous avez à cette étoile, du coup. Et si vous avez la distance, et bien vous pouvez retrouver la luminosité intrinsèque qui nous donne énormément d'informations sur l'étoile, notamment si on a son spectre, si on a sa luminosité intrinsèque, et bien on peut remonter au type de l'étoile, comment ça fonctionne à l'intérieur, etc. Plein de choses. Voilà, c'est vraiment la donnée cruciale, la distance en astronomie, pour pouvoir remonter aux luminosités réelles des objets. Et c'est ce que Hipparcos a contribué à faire. Voilà, j'étais très long, désolé, mais il fallait que je vous explique ça correctement, j'espère que c'était assez clair. Et on passe à la suite. Voilà. Question 2.7. Combien de noms officiels possède la galaxie d'Andromède? La fameuse galaxie d'Andromède, la seule que l'on peut voir à l'œil nu en dehors des 2 satellites de la nôtre, qui sont les petits nuages de Magellan et les grands nuages de Magellan, visibles dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, la seule galaxie que vous verrez en dehors de la nôtre, c'est Andromède. Alors, super explication, merci beaucoup. Désolé pour le cafouillage sur la parallaxe, j'ai toujours du mal à expliquer ce terme-là qui est assez complexe, mais j'ai préféré l'expliquer dans un cas pratique par rapport au mouvement de la Terre, c'était beaucoup plus simple. Ça s'appelle la triangulation en fait, hein, même les gens qui travaillent à l'IGN, l'Institut géographique national, et qui se baladent avec des théodolites, vous savez, les trucs en trépied jaune là, pour mesurer des distances, ils font de la triangulation aussi, même principe, c'est juste que c'est pas la Terre qui bouge, c'est le trépied qui bouge, mais sinon c'est le même principe. Voilà. Allez, c'est parti. Question 2.7. Est-ce que il existe 2 noms à Andromède? Ceux que vous connaissez, Andromède et Messier 31. Normalement, avec les questions précédentes, ça voudrait vous rendre compte que peut-être il y a peut-être un piège là-dedans. Est-ce qu'il y en a 10? Est-ce qu'il y en a 24? Ou est-ce qu'il y en a 39? Allez, dites-moi tout. Enfin, dites-moi la réponse plutôt. Je vous écoute. Bon, déjà, si vous avez bien suivi, ça peut pas être la réponse 1, puisqu'il y aurait au moins le NGC en plus. Il y aurait au moins le NGC en plus. Donc 2, ça ne convient pas. À la limite 3, mais pas 2. Allez, je vous laisse réfléchir. Ah. Bon, XNO, sache qu'il y a aussi le NGC, au moins le New General Catalog. Tu la sens pas celle-là, Yo de Bordeaux? Et bonsoir à toi. Allez, je vais en profiter pour vous donner le moteur de recherche Simbad, qui vous pourrez vous amuser avec. Ce sera peut-être plus facile de s'amuser si vous êtes amateur, amatrice avec Simbad plutôt qu'avec Vizir. Vizir, c'est un peu compliqué pour les néophytes, mais Simbad c'est assez intéressant, je pense, même pour des débutants. Voilà. Je vais vous le mettre. Allez, et je vais aussi partager du coup le résultat. Où est-ce que vous en êtes là? Je regarde. Vous en êtes à 20 votes pour l'instant. Eh bien, on va l'afficher. C'est parti. Allez, hop. Voilà. Et donc, vous êtes 4 à avoir trouvé la réponse 4. C'était bien 39. 39 noms différents pour la galaxie d'Andromède. Et en fait, même... oui, non, c'est ça. 39. Alors, par exemple, il y a... vous voyez, du coup, ce que je vous montre, là, j'étais sur... oui, j'étais sur... ça tombe bien. J'ai pas vu que c'était affiché. Si je tape dans le logiciel Simbad M31, hop, donc Andromède, je tombe sur une photo de la galaxie.
Je tombe sur diverses choses, par exemple, ça te donne les coordonnées sur le ciel, ça te donne sa vitesse par rapport à nous, donc elle se rapproche de nous, celle-là, contrairement aux autres galaxies qui ont tendance à s'éloigner, l'expansion de l'univers. Si vous avez suivi nos lives, on en a parlé souvent. Par contre, la galaxie d'Andromède, elle se rapproche de nous parce qu'on est lié par gravité avec elle, et elle devrait se mélanger à la nôtre dans 4 milliards d'années, 1 milliard d'années avant la mort du Soleil à peu près, 500 millions d'années avant. Et donc elle se rapproche à une vitesse de 300 km par seconde. Donc 100 km par seconde plus vite que le Soleil autour de la Voie lactée. Voilà. On a les parallaxes en angle, c'est des milliards de secondes. C'est une unité d'angle, pardon, je vais y arriver, parce que les angles sont mesurés en degrés, minutes, secondes, et millisecondes, si c'est 1000 fois plus faible que les secondes d'angle, voilà. C'est une galaxie spirale, donc c'est ça le S ici. Alors SA, je ne sais plus ce que c'est comme type de spirale, mais c'est une galaxie spirale. Et puis vous avez différentes quantités de lumière que l'on reçoit selon la couleur, alors en ultraviolet, en bleu, en vert, en jaune et en infrarouge H et K. Voilà, c'est différentes bandes de couleurs dans lesquelles on peut recevoir la lumière des objets astronomiques. Et puis ici, vous avez les différents noms. Alors on a M31, Messier 31. Qu'est-ce que je connais parmi ces noms? On a le catalogue HD qui est assez utilisé notamment pour les exoplanètes aussi, donc il y a aussi des étoiles avec. On a le nom Andromède, on a le nom Andromède Galaxy, parce qu'il y a plusieurs façons de le dire, voilà. Avant, on disait nébuleuse d'Andromède. Il y avait une question tout à l'heure à propos de ça. J'avais mis un petit piège à propos de ça, c'est qu'avant l'époque de Edwin Hubble qui a mesuré l'expansion de l'univers, eh bien on appelait toutes ces taches floues des nébuleuses. On n'avait pas encore fait la différence entre les nébuleuses et les galaxies. Il a fallu améliorer les télescopes pour qu'on se rende compte que les galaxies étaient composées d'étoiles, c'était des univers-îles, et donc on a décomposé ce nom nébuleuse en d'autres sous-parties. Donc il y a les nébuleuses d'un côté, qui sont faites de gaz et de poussière, et les galaxies de l'autre, qui sont faites d'étoiles. Mais avant, on confondait les deux, on ne savait pas ce que c'était. Quand Messier a fait son catalogue, il ne savait pas que c'était des galaxies qu'il regardait. Il disait que c'était des nébuleuses, c'était des taches floues, quoi. Il n'y avait que les amas d'étoiles qui pouvaient discerner en étoiles. Par contre, les galaxies, il voyait juste une tache floue, quoi. Voilà. C'est aussi NGC 224, donc le New General Catalogue qu'on a vu tout à l'heure. Et puis d'autres choses encore. Voilà, vous avez tous les catalogues possibles et imaginables. Il y en a 39 en tout, c'est écrit ici. Voilà. À la découverte de l'immensité de l'univers. Et l'immensité de la nomenclature humaine aussi. Je crois qu'on peut dire ça. Allez. C'est tout pour cette question-là. J'espère que... Indispensable ce catalogue pour ajuster la couleur en astrophoto. Bah oui, tout à fait, puisque si vous faites de l'astrophoto, il y a le traitement scientifique de l'image qui consiste à retirer ce qu'on appelle le flat, donc le champ. On prend une photo du ciel tout blanc ou tout bleu, ou d'un plan bien éclairé de façon homogène, pour avoir une image des poussières dans l'instrument, sur le capteur par exemple. On divise l'image par ça, et on supprime du coup la présence des poussières sur l'image. Et puis on va aussi soustraire une capture de bruit de la caméra en obturant l'appareil photo, donc sur du noir, et on soustrait ça au flat et à l'image. On fait image moins le dark sur le flat moins le dark, comme ça on enlève le bruit à l'image et au flat, et en divisant l'image par le flat ensuite, eh bien, on enlève les poussières. Ça, c'est le traitement, on va dire, scientifique de l'image. On ne va que... en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on reçoit de la lumière sur le capteur, qui fait tomber des électrons dans le pixel physique du capteur. Et on a une valeur entre 0 et 256, comme sur l'écran, en fait, c'est la même chose. Et cette valeur, en fait, elle contient des électrons qui sont tombés à cause de la source qu'on regarde, une galaxie, des électrons qui sont tombés à cause du bruit du capteur, et des électrons qui sont tombés parce qu'il y avait une poussière qui était devant, et qui a fait briller quelque chose, ou des électrons qui manquent, etc., à cause de la poussière. Et donc ça, on peut le caractériser et les enlever pour n'obtenir dans ce pixel que les électrons qui sont tombés, qui nous intéressent, qui sont liés à la source. Ça, c'est le traitement scientifique de l'image. Il y a 2-3 autres étapes qu'on peut faire, mais après ça devient de l'esthétique. Et notamment, choisir le code couleur, c'est à la fois scientifique et esthétique, au sens où ça dépend de ce qu'on veut montrer. Si vous voulez faire une photo en astrophoto qui montre la nébuleuse telle qu'on la verrait avec nos yeux, si nos yeux captaient assez de lumière, et bien là, vous allez choisir du coup des bandes de couleurs des bases de données
ou de votre appareil photo qui correspondent à peu près à celles de notre rétine. Après, vous pouvez augmenter certaines couleurs pour vous faire apparaître certains détails, ou tout simplement choisir des bandes de couleurs et des contrastes qui sont purement esthétiques. Donc c'est pour ça que c'est important ce genre de choses. Voilà. M13 est un amas d'étoiles, donc les nébuleuses pouvaient aussi être des amas d'étoiles. Oui, sauf que il pouvait discerner les étoiles de M13 avec son instrument. Alors je sais pas si s'ils appelaient ça déjà amas d'étoiles ou nébuleuses au temps de Messier. Toujours est-il que contrairement aux galaxies, c'était résolu les amas d'étoiles avec les petits instruments qu'ils avaient. Pas les galaxies c'était juste des taches floues avec une centralité plus lumineuse, mais faire la différence entre une nébuleuse et une galaxie c'était très difficile à l'époque. Par contre un amas d'étoiles ça devait pouvoir se faire. Donc je sais pas si le terme image numérique était utilisé aussi pour les amas d'étoiles, je ne sais pas. En tout cas, une fois qu'on a compris que les galaxies étaient des univers îles, il a fallu un nouveau mot, on appelait ça galaxie. Alors galax c'est le lait, hein, la voie lactée, galaxie, voilà. Voilà d'où vient ce mot. Voilà, allez, on passe à la suite. Question 2.8. Alors maintenant que vous expliquez tout ça, est-ce que vous seriez en mesure d'expliquer le nom d'une exoplanète? Par exemple, HIP 41 378G, qui existe vraiment. Hein. Est-ce que c'est le catalogue High Intensity Pulsars, le catalogue des pulsars de haute intensité, HIP, entrée 41378, planète numéro G. Est-ce que c'est le catalogue Hipparcos, luminosité 41 378 fois le Soleil, planète G? Est-ce que c'est hypothétique, pour HIP, gravité de 413 078 G, ou est-ce que c'est le catalogue Hipparcos, entrée 41 378, planète G? Difficile. Alors, attendez, je vais répondre à ta question en cela bis dès que j'ai fait ça, voilà. Comment différencier les types de galaxies? Alors, je sais pas comment ils font pour les galaxies lointaines. Toujours est-il que pour notre Voie lactée à nous, pour savoir si on a une galaxie SB, donc on a une galaxie avec une barre, c'est-à-dire que c'est une spirale, mais le centre est coupé par une barre qui fait un petit peu comme la barre des vis à tournevis plat, avec plus d'étoiles à cet endroit-là. On le sait parce que ces étoiles-là sont de la population du noyau de la galaxie, donc elles sont plus vieilles que le reste des étoiles de la galaxie, d'une part, donc avec l'âge, on peut voir un peu jusqu'où s'étend le noyau de la galaxie, mais en plus, elles ont des vitesses particulières, pour rester sous forme de barre comme ça, et elles ont aussi des métallicités, c'est-à-dire des taux de métaux à l'intérieur qui sont différents, puisqu'elles sont plus vieilles, donc elles ont emmagasiné plus de matériaux de... non, au contraire, non, elles sont moins vieilles. Elles sont plus vieilles, donc elles ont moins de métaux dans leurs atmosphères, c'est ça, puisqu'elles sont de plus anciennes générations, je vais y arriver. Et donc, en mesurant la métallicité, les mouvements propres et la luminosité, eh bien, on peut arriver à remonter à un groupement d'étoiles qui nous fait dire qu'on a une barre. On peut aussi, comme ça, détecter des vagues d'étoiles comme ça qui traversent la Voie lactée et qui sont issues d'anciennes galaxies naines qu'elle a boulottées, en fait. Comme les nuages de Magellan, si un jour on finit par les manger, eh bien, on pourra déterminer qu'il y a un groupe d'étoiles qui est venu ensemble dans la Voie lactée, et en mesurant comme ça les paramètres de ces étoiles qu'on peut retrouver justement dans ces catalogues, eh bien, on peut déterminer d'où elles viennent, si elles sont ensemble quelque part, si le groupe a une forme particulière, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'on en est? Je vais cliquer sur le lien. J'ai beaucoup parlé, du coup je ne sais plus où j'en suis. Non, voilà, c'est ça, c'est super. Alors... Bon, ça va, vous avez bien compris la manche sur la thématique, c'est bon, vous avez bien compris, apparemment vous avez la bonne réponse. Il s'agit bien de la réponse 4, bravo aux 19 personnes qui ont trouvé. Il s'agissait bien sûr, du catalogue Hipparcos, c'est ça que veut dire HIP. Donc dans le nom d'une étoile, les lettres au début c'est le nom du catalogue tout simplement. Alors soit c'est en entier, soit c'est un sigle, ça dépend des catalogues. Donc HIP pour Hipparcos, NGC pour New General Catalog, M pour Messier, etc., etc. Kepler pour Kepler, par exemple là c'est en entier, voilà, le satellite Kepler qui observe les exoplanètes, enfin une bonne partie des exoplanètes. 41 378 c'est le numéro de l'entrée dans le catalogue. Alors elles ne sont pas classées par un paramètre particulier, elles sont classées par ordre d'arrivée, simplement. Et enfin, le G, c'est le numéro de la planète, et là c'est pareil, c'est pas classé par rapport à la distance à l'étoile, c'est classé par ordre d'arrivée. Vous pouvez très bien avoir la planète B qui est plus loin que la planète F. Ça dépend comment on les a trouvées. Et le A, le petit A, ce serait l'étoile. Voilà.
Voilà tout. Allez, on continue. Je fais la dernière manche. Je vais faire la dernière manche, c'est parti. On y va. Allez, la dernière manche, je ne pouvais pas la rater. C'est la manche de Thomas Pesquet. Voilà, j'avais dit que c'était d'actualité. J'avais dit que c'était d'actualité. Et donc, effectivement, il y avait une manche de Thomas Pesquet qui était prévue. Alors, sur 8, vous avez 4 sur 8, 5 sur 8. À bientôt, Fontaine Family. À bientôt, merci à vous. Oui, vendredi pour le lancement, tout à fait. Ce sera Pierre qui sera avec vous. C'était pas facile, hein, cette manche sur le catalogue d'étoiles, mais c'est un sujet qu'on n'évoque pas souvent en vulgarisation. Et je trouve que c'est important, la nomenclature des objets. Si jamais vous faites de l'astronomie amateur, ça pourra vous servir. Bravo, bravo Fontaine Family. Je ne te crois pas, Albireo. Je ne te crois pas. Allez, connaissez-vous bien votre Thomas Pesquet avant qu'il parte dans l'espace? Est-ce que vous le connaissez suffisamment? Voilà, ce sera une manche assez courte parce que les questions seront faciles, vous allez voir. Allez, c'est parti. En quelle année est né Thomas Pesquet? Est-ce qu'il est né en 71, en 78, en 82 ou en 87? Oui, 12h11, mais le live commence à 10h30, XNO. Allez, je vous mets la question 3.1. Voilà. Dites-moi tout. En quelle année est-ce qu'il est né, ce monsieur? Hop. Alors. Quel âge a-t-il? Est-ce qu'il a au-dessus de 40 ans ou en dessous de 40 ans? Allez-y. Ce serait une manche assez courte, vous verrez. Allez, c'est parti. Je montre le résultat. C'est effectivement 1978. Il a 43 ans actuellement. C'est le plus jeune astronaute français qui est parti dans l'espace. Et oui, voilà. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. C'était bien la réponse 2. On continue. En quelle année a-t-il candidaté à l'ESA pour devenir astronaute? 98, 2004, 2008, 2016. Sachant qu'il est déjà parti une fois dans l'espace. Allez-y. Alors, Yo de Bordeaux, le live du planétarium pour le lancement de Thomas Pesquet, c'est plus jeudi, c'est vendredi, puisque le lancement a été reporté de 24 heures pour des raisons météo de nuages de vent d'altitude. Donc le live du décollage sera vendredi et le live de l'amarrage sera samedi. On a appris ça hier. Voilà. Alors, en quelle année est-ce qu'il a fait sa candidature? Il y a toute une BD écrite et dessinée par Marion Montaigne sur tout sa candidature, son entraînement et son premier vol, qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, qui vous explique tout ça. Bonjour Sadimez, bienvenue à toi. Allez, j'affiche le résultat, c'est parti. C'était bien en 2008. 2008, bravo. C'était le dernier recrutement d'astronautes à l'ESA qui avait été fait avant cette année, 2021. 2016, c'était pas possible puisqu'il était déjà dans l'espace. À ce moment-là, il était parti pour sa première mission. À ce moment-là, voilà. Donc il a été recruté en 2008, il est parti dans l'espace en 2016 et en 2021 également. Allez, question 3.3. Comment s'appelait justement sa première mission spatiale de 2016? Est-ce que c'était Vega? Est-ce que c'était Proxima? Est-ce que c'était Alpha? Ou est-ce que c'était Altaïr? Facile celle-là normalement. Si vous connaissez bien votre Thomas Pesquet, ça devrait le faire. Ah ouais, celle-là elle est facile. Je pense qu'elle est facile celle-là. Hop. Allez, dites-moi tout. Allez-y. Hop. Bon, ça va. Je pense que ça va pas être très compliqué.
Je pense que ça ne va pas être très compliqué. Je vois que les avis sont assez clairs. Vous avez l'air assez confiant. On n'a pas encore un 100%, mais on s'en approche pas loin. On s'en approche pas loin. Je crois que je ne suis pas arrivé encore dans les quiz du Planétarium, un 100%. Allez, c'est parti. On y va. C'était bien sûr Proxima, la mission Proxima du nom de l'étoile Proxima du Centaure. C'est le quiz de consolation, oui c'est ça. Donc bravo à celles et ceux qui ont trouvé Proxima, donc l'étoile la plus proche de nous, 4,2 années-lumière, Proxima du Centaure. Allez, on passe à la suite. Combien de sorties extravéhiculaires est-ce qu'il a effectué durant sa première mission? Donc sortie de la station spatiale pour aller faire des choses dehors. 0, 1, 2 ou 4. Alors, 3.5. Voilà. 0, 1, 2 ou 4 missions. Voilà. Allez, dites-moi tout. Je veux tout savoir. Il y a des gens qui hésitent, ils se disent peut-être... Ah, attendez, j'en ai vu combien déjà? Attends, il y a eu celle-là, et puis... Il y a un match entre la réponse 2 et la réponse 3. Il y a un match pour l'instant. T'as un doute? Allez, c'est parti, je vous montre la réponse. Vous avez voté en majorité pour la réponse 3, et c'était bien ça. Il est sorti 2 fois dans l'espace. Bravo. Bravo aux 11 personnes qui ont trouvé la réponse. Il est parti 2 fois en dehors de la station. Le 13 janvier 2017, il a fait une sortie en compagnie de l'astronaute américain Robert Shane Kimbrough. C'est sa première sortie, et donc il a remplacé des batteries. Hein, donc il a travaillé sur le système électrique de la Station Spatiale Internationale à l'extérieur, et la seconde avec Robert Shane Kimbrough toujours, le 24 mars 2007, donc 2 mois après à peu près, 2 mois et demi après, il a réparé une fuite sur le système de refroidissement. Et il a entretenu le bras mécanique, du coup il s'appelle le Special Purpose Dexterous Manipulator. Alors je sais pas si c'est la même chose que le... Est-ce que c'est le Canadarm ou est-ce que c'est autre chose? Un bras robotique qui sert à manipuler des objets autour de la station. Alors attendez que je vérifie si c'est bien la même chose que le Canadarm ou si c'en est encore un autre. Non, c'en est un autre, c'est pas le même, je crois pas. Hein. C'est pas le Canadarm. Non, c'en est encore un autre. Eh ben, disons que je savais pas qu'il y en avait... je pensais qu'il y a... Attendez. Ah mais si, c'est le Canadarm. Bah j'ai un doute là, j'ai un doute. Est-ce que c'est la même chose que le Canadarm, ce truc? Non, c'en est un autre. C'en est un autre. Il y a le Dextre, il y a le Canadarm 2. Il y a le Canadarm, le Dextre et le Canadarm 2. Donc il y en a 3, il y a 3 bras du Canada. Voilà, et écoutez, je ne savais pas qu'il y en avait un troisième, je viens d'apprendre, c'est parfait. je crois qu'il avait bien un truc dehors. Ah bon? C'est lui qui a découvert des éléments vivants lors d'une sortie, des bactéries, je sais plus, il y avait quelque chose, je sais plus. Je ne sais plus, ça me dit quelque chose cette affaire-là, qu'ils avaient trouvé des bactéries, je ne sais plus. Sur le Bordeaux, si t'as l'info quelque part, je veux bien, mais je ne sais plus. Allez, question 3.6. Thomas Pesquet il est aussi pilote de ligne. C'est pas une question, il est pilote de ligne. C'est la première fois que je mets une affirmation dans une question comme ça, donc je me suis un peu perdu. Et il est aussi pilote de ligne. Quel avion très spécial pilote-t-il régulièrement? Est-ce qu'il pilote régulièrement l'Airbus Beluga, ce gros cargo qui transporte des avions à l'intérieur? Est-ce qu'il pilote l'Airbus A310 0G, qui permet de faire des vols en apesanteur de 20 secondes? Est-ce qu'il... parce que vous savez, l'avion il monte, il accélère très fort et puis il redescend, et donc on a un chute libre pendant quelques secondes. L'observatoire aéroporté Sophia, donc un télescope à l'intérieur d'un avion, avec la coque qui s'ouvre et on observe les étoiles avec. Ou alors le White Knight 2 de Virgin Galactic qui transporte le Spaceship 2. Voilà, à vous de me dire quel avion particulier il pilote régulièrement. Il faut que je retrouve mon lien vers le Stropole, voilà, hop. Et c'est la question 3.6. Avant dernière question de la soirée. Allez-y. Votez sur le Stropole et puis je vous montrerai le résultat, bien sûr.
Hop. Alors déjà, peut-être que vous avez déjà fait un vol long courrier avec, avec Air France, avec Thomas Pesquet dans la cabine de pilotage. Il a piloté tout un tas d'avions de ligne de chez Airbus notamment. C'est la première fois qu'il y a un décollage, ça dit, ah, il y en a plein par semaine, hein, mais c'est peut-être... Après, c'est les décollages humains qu'il n'y a pas souvent. Mais des décollages, si tu regardes, il y a plein de chaînes YouTube ou de chaînes Twitter, etc. Et des sites qui te montrent, qui te donnent le calendrier des décollages dans le monde entier. Je pense que tu peux facilement te faire un ou deux décollages par semaine si tu t'organises bien, en tout cas à distance. Hein. Sur place, c'est plus compliqué, mais à distance, c'est possible. Alors, bon, je pense que vous avez trouvé la réponse. Hein. Effectivement, c'est l'Airbus 0G qu'il pilote régulièrement. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez tout à fait faire un vol long courrier avec Thomas Pesquet en pilote, mais en plus, vous pouvez tout à fait être scientifique ou astronaute en entraînement et vous faire un petit vol 0G avec un astronaute au pilotage. C'est parfait. Il ne pilote pas de la même manière sur la ligne régulière, heureusement. Et maintenant, mesdames et messieurs, avant l'atterrissage, nous allons faire une petite parabole pour vous offrir 20 secondes d'apesanteur. Les sacs sont sous vos sièges. Il pensait Veritasium Physics Girl, on fait un vol en 0G chez Novespace. Ah, c'est Thomas Pesquet qui était l'un des pilotes. Ah, c'est intéressant ça. Super anecdote, merci Image Numérique. Oui, c'est effectivement Novespace hein, qui est son employeur pour ces vols-là. J'ai vu un beluga découler, c'était impressionnant. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est les images où on voit un beluga s'ouvrir et au-dessus du cockpit et à l'intérieur deux cockpits d'avion qui sont rentrés quoi. Avec le cockpit, il fait ça et ça fait tout ça quoi. Et tout ce segment d'avion quoi, 3 ou 4 fois le cockpit à l'intérieur et pour deux avions, c'est assez impressionnant. Mais on va aussi vomir en sa compagnie. Alors normalement, on vous donne un cachet d'antivomitif avant l'expérience afin que vous ne vomissiez pas sur vos expériences scientifiques. Ou sur vos caméras d'Instagrammeurs ou ce genre de choses. Voilà, c'est fait pour. Je pensais que c'était une... Ah ben non, des lancements de fusée, il y en a tout le temps, Sadimez en fait. Il y en a tout le temps en fait. Il y en a beaucoup moins que les avions. Les avions, c'est 100 000 avions par jour à peu près qui volent. Tandis que les fusées, c'est, allez, je sais pas, 4 ou 5 par semaine au plus. Et donc c'est aussi pour ça que les fusées sont moins fiables que les avions, puisqu'on a fait moins voler. Mais on a des bonnes moyennes hein, quand même. SpaceX arrive quand même à les poser maintenant et les réutiliser plusieurs fois. Donc ça, bientôt, imagine dans quelques dizaines d'années peut-être, peut-être 50 ans, peut-être les fusées atteindront le même niveau d'utilisation que les avions. Je sais pas, c'est une hypothèse purement arbitraire. Mais en tout cas... il y en a quand même pas mal par semaine. Entre les satellites commerciaux, les vols humains, il y aura bientôt le tourisme spatial. Ça fait quand même beaucoup de monde qui part dans l'espace. Robotique ou humain. Voilà. Allez, on passe à la suite. Question 3.7. Quelle est la formation initiale de Thomas Pesquet? Est-ce qu'initialement, il était... Ah ouais, le PDG de Novespace, c'est l'astronaute Jean-François Clairvoy. Je ne savais pas, en salade bis. Merci beaucoup. Quelle est la formation initiale de Thomas Pesquet? Est-ce qu'il est ingénieur aéronautique à la base? Est-ce qu'il est pilote de ligne à la base? Est-ce qu'il est astronaute à la base? Ou est-ce qu'il est aquanaute à la base? Donc je demande la formation qu'il a eue au tout début. Hein. Non, attendez. Bon, j'ai marqué 0.7, mais ça marche aussi. Ça marche aussi, c'est pas grave. J'ai voulu marquer 3.7, j'ai pas réussi. Voilà. Je n'ai pas réussi à marquer ce que je voulais. Allez. Ça donne quoi? 16 votes. 16 votes. Bon, je pense que vous avez à peu près trouvé la réponse. Il était effectivement d'abord et avant tout ingénieur aéronautique. Mais tous les autres, il l'a été aussi. Et oui. Il a fait beaucoup de choses, ce monsieur, comme beaucoup d'astronautes. Bravo aux 13 personnes qui ont trouvé la réponse 1. Donc, il a eu une formation d'ingénieur aéronautique. Je crois que c'était... Attendez que je vérifie. C'était à Toulouse, c'est ça. Il est devenu pilote de ligne en 2005 chez Air France. Et puis ensuite, en mai 2009, il a été sélectionné... parmi 6 candidats retenus à la nouvelle classe d'astronautes de l'ESA. Et il y avait 8300 et quelques candidats. Et
il a été aquanaute. Un aquanaute, j'ai appris ça aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille dans une base sous-marine. Et il a été aquanaute durant son entraînement dans la station Aquarius. Voilà, durant la mission Nemo 18. Voilà, donc qui a commencé le 21 juillet 2014. Voilà. Et il a aussi été spéléonaute. Bien sûr, parce que parmi les entraînements des astronautes, il y a la fameuse survie en obscurité totale dans des cavernes. Donc il a aussi fait ça en 2011. Voilà. Il a aussi fait aquanaute dans la mission SeaTest 2 en 2013. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait, ce monsieur. SeaTest 2, c'est quoi? Attendez que je vérifie ce que c'est que SeaTest 2. Je ne vous dis pas de bêtises. SeaTest 2. Qu'est-ce que c'est SeaTest 2? Ah non, donc ça c'était pas sous l'eau, c'est un environnement analogue. Donc c'est une fausse... Ah non si, c'est à l'intérieur, c'est bien sous l'eau. C'est dans Aquarius, c'est ça. C'est dans Aquarius. Donc c'est ça. Alors est-ce que c'est la même mission? J'ai pas bien compris, attendez que je vérifie. Je comprends pas bien parce que SeaTest c'est en 2013 et Nemo 18 c'est en 2014. Il y a peut-être un problème de date sur la source que j'ai obtenue, mais en tout cas il a fait des missions sous-marines, ça c'est sûr. Voilà. Sacré CV, tout à fait. Allez, question 3.8, la dernière de la session. On fait plus que 3 manches maintenant parce que sinon c'est trop long. Que signifie le nom alpha de la nouvelle mission spatiale de Thomas Pesquet? Allez, c'est facile pour la dernière question. Est-ce que c'est tout simplement la première lettre de l'alphabet grec? Enfin, c'est vrai, hein, mais est-ce que c'est pour ça que ça a été choisi? Est-ce que c'est parce que c'est l'alpha, le premier commandant français de l'ISS? Est-ce que c'est l'étoile double Alpha Centauri? Ou est-ce que c'est le nom de son animal de compagnie? Allez, à vous de me trouver... Allez, j'espère un 100% sur celle-là. Allez, je compte sur vous, un 100% sur cette réponse. Allez, je pense que là vous en êtes capable. Vous pouvez faire le 100%, c'est possible. Ah, bon, on n'aura pas 100%. Quelqu'un a voulu faire une blague, je crois. Bah, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous suivez un peu les activités spatiales en général, je pense. Donc vous avez la réponse, mais il y a quand même des gens qui ont fait des blagues. C'est bien. Merci beaucoup à vous. Allez. J'affiche le résultat. Bien sûr, c'était la mission Proxima. N'importe quoi. La mission Alpha, je vais y arriver. La mission Alpha, eh oui, qui a été validée. C'est également, c'est une étoile aussi, hein, Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, c'est une étoile triple. Enfin, c'est une étoile double dans un système triple. Alpha Centauri A, Alpha Centauri B. Qui sont donc à 4,3 années-lumière du Soleil. Et à 0,1 année-lumière de ces deux étoiles, il y a Proxima Centauri, qui fait partie du même système, donc c'est une étoile triple en tout, une double et une simple qui se tournent autour. Je vais vous dire un peu comment... Je vais vous sortir la configuration de ce système, et ce sera la dernière explication de la soirée. Alpha Centauri... Donc voilà, c'était logique qu'il fasse une mission Alpha après une mission Proxima. Je vais vous afficher cette page. Voilà, donc c'est la page Wikipédia, hein, les infos sont correctes dessus, il n'y a pas de souci. Donc ici vous avez une comparaison des tailles. On a le Soleil ici qui est une étoile de type G2, G2, 5. G2 c'est le type spectral qui en fait une étoile blanc-jaune. 5 c'est que c'est une étoile naine, c'est ni une naine blanche cadavérique qui a fini sa vie, ni une géante rouge, enfin pas encore j'espère, hein, parce que sinon on est mal, ce sera dans 5 milliards d'années à peu près. Alpha Centauri A, donc la plus grosse et plus lumineuse que le Soleil. Je sais pas quel est, je vais vous dire quel est son type. Alpha Centauri B est un peu plus petite, un peu plus orangée du coup, et Proxima est plutôt une naine rouge, donc une petite étoile.
autour de laquelle on a trouvé justement des planètes d'ailleurs. Voilà un petit peu une configuration qu'on pourrait voir, hein. On a Alpha Centauri B, Alpha Centauri A, et au loin, alors on ne voit pas sur cette vue d'artiste, mais au loin il y aurait la petite Proxima, à peine visible parce qu'elle est quand même pas très lumineuse. Alors si je vous donne un petit peu des infos, alors attendez, il faut que je clique sur, voilà. Alpha Centauri A, c'est la plus grosse, Alpha Centauri B. Donc, voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est des petites lettres pour les planètes. Et quand il y a plusieurs étoiles, on prend des grandes lettres. Alpha Centauri grand A, Alpha Centauri grand B. Donc si Alpha Centauri grand A avait une planète à elle seule, ce serait Alpha Centauri grand A petit b. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La distance entre les deux Alpha Centauri, c'est 13 000 unités astronomiques. Donc 13 000 fois 150 millions de kilomètres. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Voilà, ça équivaut à 430 fois le rayon de l'orbite de Neptune. Voilà, c'est quelque chose. Proxima Centauri B, du coup, c'est une petite planète qu'on a découverte autour de Proxima Centauri. Voilà. Je rappelle que Proxima Centauri est à du coup... Ah non, c'est pas... Attends, elle a combien? Elle est 0,1 année-lumière plus proche de nous, mais en ce moment, elle est à combien des deux autres? Ça, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est un système triple. Et ce que je voulais vous montrer... Est-ce que je peux voir les types des étoiles? C'est ça qui m'intéresse. Peut-être en anglais, je vais la voir. Je voulais vous montrer les types de ces... Ah voilà, il y a plus de choses là. Voilà, donc l'étoile A, elle est un peu plus grosse que le Soleil, mais c'est une G2V comme le Soleil, donc elle émet à peu près le même genre de lumière, mais plus lumineuse. Elle doit être un petit peu plus vieille, un petit peu plus... Attendez, elle grandit quand elle vieillit, oui c'est ça, elle doit être un peu plus vieille. L'étoile B, c'est une K1V, donc un peu plus orangée. V, c'est grand 5, pardon. G2,5 et K1,5, donc ces étoiles naines. Et Proxima, est-ce que je peux la voir s'il vous plaît, Proxima? Pourquoi elle ne met pas avec? Moi je veux Proxima. Proxima, voilà. Qui pourrait s'appeler Alpha Centauri C du coup. Et Proxima, c'est une petite étoile M5,5 naine, 5, voilà. Donc c'est une naine rouge, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et le petit E à la fin, alors attendez, vous allez peut-être pas pouvoir voir là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, je suis désolé, c'est un peu petit. Le petit E à la fin, sur un nom de type d'étoile, ça veut dire que, eh bien, elle émet des couleurs en plus dues à certains matériaux qui ont certaines réactions physiques, qui font que non seulement il y a des matériaux dans son atmosphère qui absorbent de la lumière et qui font qu'il y a des couleurs qui manquent, mais en plus, parfois, alors parfois c'est varié, parfois ça varie pas, vous avez en plus certains matériaux qui peuvent rajouter de la lumière en plus, qui émettent de la lumière. Et comme ça, on met un petit E au bout. Voilà. Et du coup, je crois qu'elle a une planète confirmée. Attendez, je vérifie. Je sais plus où on en est autour de cette étoile-là. Bah tiens, je vais en profiter pour aller sur le site exoplanète.eu. Je voulais vous en parler aussi, rapidement. C'est le catalogue des exoplanètes. Voilà, exoplanète.eu. Est-ce que je peux le... Non, ça va aller comme ça, je pense. Exoplanète.eu, voilà, je vous mets le lien. Je vous mets le lien ici. Voilà. Super. Merci à Albireo pour la reprise du terme. Alors, plus exactement, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc sur ce site, vous avez les catalogues. Voilà. Et si je tape Proxima, est-ce que je peux l'obtenir comme ça? Proxima. Non, il la connaît pas comme ça. Si je marque CEN pour Centauri, je sais pas sur quel catalogue la trouver justement. Ah mais je suis bête, on va utiliser Simbad, regardez. On va utiliser les outils dont je vous ai parlé, c'est très bien. Je vais aller sur Simbad. Simbad Astronomical Database, voilà. Je vais chercher Proxima Centauri. Proxima Centauri, voilà. Hop, et on va obtenir des noms peut-être qui sont un peu plus mangeables par le catalogue des exoplanètes. On va... donc qu'est-ce que je peux trouver qui... Hipparcos 78 890. Non, on devrait connaître ça, j'espère. C'est parti. Et au revoir. Non, il connaît pas? Alors attendez, pourquoi il ne connaît pas? Status, confirmé, filtré. Apparemment, il a une syntaxe particulière. Ah. Bah apparemment, ça... bon, faudrait que je vois comment ça marche, mais apparemment il y a une syntaxe particulière pour chercher sur ce catalogue. Mais voilà, oui, en tout cas on a trouvé des exoplanètes autour de cette étoile. Vous pourrez chercher ça de votre côté. En attendant,
Eh bien, je vous dis à bientôt au Planétarium. Merci d'avoir été là ce soir. Vous étiez très nombreux et très nombreuses ce soir. Combien étiez-vous? Regardons ça. Vous étiez une centaine au début, 63 encore à la fin. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Merci pour ce petit cours accéléré d'astrophysique. Bah, j'essaie de donner comme ça quelques notions importantes. Donc, je vous remets les liens, les noms des choses qu'il faut aller voir. Il y a Vizir. Voilà, si vous voulez vous amuser à chercher des étoiles, il y a Vizir, il y a Simbad. Simbad. Oui, donnez-moi vos scores aussi, s'il vous plaît. Simbad et puis exoplanète.eu. Voilà, vous allez trouver, c'est les catalogues qui pourront vous aider. Et il y a également le catalogue de Messier, sur lequel vous pourrez... c'est celui-là qui vous sera le plus utile pour faire de l'astronomie amateur, même avec des jumelles. Vous cherchez ça et vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Voilà. 8 pour la Manche, 18 sur 24. Ah oui, bien un autre truc qui peut être utile depuis le centre de données de Strasbourg, c'est Aladdin. Aladdin. Ça, ce sera peut-être encore plus accessible pour vous qui êtes peut-être néophyte. Aladdin, Strasbourg. Aladdin Sky Atlas, c'est ça. Voilà. Je vous le mets là. Aladdin Sky Atlas, c'est un petit logiciel qui permet en fait de regarder la photo de n'importe quel endroit du ciel. Par exemple, là, dans la... Ah, attendez, j'ai un problème parce que vous voyez pas... Attendez. Vous voyez pas tout l'écran. Mais pour quelques instants, voilà. Donc, dans le target, bah, vous mettez l'objet qui vous intéresse. Par exemple, M31, très bien, voilà, M31, hop. Voilà. Ça va vous chercher dans la base de données les images qui existent. Hein. Les images qui existent de ce... Attendez, je vais y arriver. Voilà. Voilà. Les images qui existent de cette galaxie, par exemple, et vous voyez que je peux cliquer sur différents satellites qui ont fait différentes images. Par exemple, celle-ci. Il faut le temps que ça calcule. C'est dommage, l'effet de démo, ça fait que des fois ça marche pas. Voilà, par exemple en rouge, voilà. Ça c'est le canal rouge uniquement, donc c'est pour ça que c'est en noir et blanc. Voilà, vous avez plein de choses. Et puis bah, vous pouvez charger dessus. Par exemple, ici il y a des catalogues. Je peux charger le catalogue Gaïa. Et là, il m'indique sur l'image tous les petits points. Attendez que je me trompe pas. Voilà, tous les petits points qui sont en fait les étoiles de cette image qui appartiennent qui sont listées dans le catalogue Gaïa. Voilà. Et c'est assez pratique. Par exemple, si je clique sur cette étoile ici, vous voyez ma souris ou pas? Ah, vous voyez pas ma souris? Comment ça se fait? Bon, je clique sur une étoile, et il va s'afficher un truc. Ça me donne la position de l'étoile, ça me donne différentes choses, beaucoup de choses même. Ça va me donner les luminosités dans différentes couleurs, la distance, etc. etc. Voilà, donc vous pouvez comme ça explorer les catalogues beaucoup plus facilement qu'avec Simbad ou Vizir. Vous cherchez Aladdin, A-L-A-D-I-N à Strasbourg, et vous avez ce petit logiciel que vous pouvez télécharger, même si vous préférez l'avoir sur le bureau, ou le faire en ligne. Et grâce à ça, vous pourrez explorer des catalogues d'étoiles très facilement. Si vous faites de l'astronomie amateur, notamment, bah, vous avez simplement à dire bah, je suis en train d'observer M13 par exemple, l'amas d'Hercule, et je veux savoir un peu qu'est-ce qu'il y a comme étoile dans mon chercheur de télescope. Et ben vous pouvez, par exemple là je clique sur Simbad, bah, vous pouvez avoir les différentes étoiles qui sont à côté. Par exemple celle-ci que j'ai cliquée, elle s'appelle BD+ 37 27 89, etc. Voilà, un outil que vous pouvez utiliser assez facilement. On va dire que c'est le niveau Stellarium plus. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Je vous dis, moi je vous vois mercredi prochain pour la construction d'une constellation en 3D. Vendredi prochain, pas celui-là mais l'autre, celui d'après, je reçois la journaliste Emma Hollen avec qui on va parler d'épistémologie et d'astronomie. Donc l'étude de comment on sait ce qu'on sait. Voilà, le rapport entre l'humain et les sciences, en particulier l'astronomie, son travail de vulgarisation également. Jeudi, rien du coup, mais vendredi, vous retrouvez Pierre à 10h30 pour le live sur le décollage de Thomas Pesquet, que je vous donne l'information exacte des invités qui seront présents. Voilà.
Donc c'est dès 10h apparemment, ça commence même dès 10h. J'avais dit 10h30, c'est dès 10h. Vous serez en compagnie de l'astronaute Michel Tonini et du journaliste spatial Eric Botlander et bien sûr Pierre du Planétarium. Voilà, ça commencera à 10h, il y aura d'abord pas mal de débats, pas mal de discussions. Normalement vers midi il y aura le décollage et ensuite encore quelques discussions. Et enfin, samedi, rebelote et avec les mêmes, normalement, on recommence pour l'amarrage de Thomas Pesquet. Voilà. Et lundi, et puis lundi, vous trouverez Pierre pour un astronome atome encore de nouveau. Allez, à bientôt. Bonne soirée, merci d'avoir été là. Et à bientôt, j'espère en vrai au Planétarium. Salut tout le monde, j'arrête l'enregistrement YouTube, à bientôt sur YouTube.